la dernière. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Radio Nova, bienvenue dans la dernière, en direct, en public, vous l'entendez, vous êtes là le public. Le public du Théâtre L'Européen à Paris. Nous sommes le dimanche 21 septembre 2025. 21 septembre, c'est l'anniversaire de Frédéric Beigbeder. Bon anniversaire Fredo. Très bonne nouvelle pour la Colombie qui voit son PIB augmenter de 2000%. Le 21 septembre, je vous jure c'est vrai, c'est également la journée internationale de la paix. Pas simple en ce moment, la paix en 2025, c'est vraiment comme organiser un concert de Bilal Hassani à Kaboul. Pas simple, mais c'est aussi, et vraie info également, il n'y a que des vraies infos dans cette émission de toute façon, la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Et oui, c'est une maladie terrible qui touche tout le monde, y compris au sommet de l'État. Je pense à celui qui a dit « plus personne ne dormira dans la rue ». Je ne nommerai pas de ministre mis en examen. Je suis le champion de la Terre. Gérard Depardieu est un monstre sacré. Sébastien Lecornu, j'y crois. C'est dur. Une maladie extrêmement dure. Voilà. Bon. Je rappelle que dans ce cas précis, une seule solution, la destitue. Vous connaissez. En ce qui nous concerne, ni oubli, ni pardon, ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron, mais livre et vie de Patachon avec Juliette Arnaud qui est là. Et bonsoir. Je me suis dit que ça t'allait bien, la vie de Patachon. Comment ça va, jus d'orange? Non. Jus d'orange, comme on l'appelle entre nous. Non. Ça va bien? Très bien. Bon, c'est l'essentiel. Également, fou rire et ronchonchon, Pierre-Emmanuel Barré est là. Bonsoir. Et ça nous fait bien plaisir. Ça va, Pierre? Ça va et toi? Ouais, c'est impeccable. C'est impeccable. On est très heureux d'être de retour à l'Européen. On était à la fête de l'UMA la semaine dernière. Et comme vous pouvez le constater, Aymeric n'est pas avec nous. Y a-t-il un lien de cause à effet? Est-ce qu'il est resté là-bas? Je ne sais pas. Non, il est en tournée avec son spectacle à La Réunion, donc il reviendra la semaine prochaine. Inch, Tiponche, bien évidemment. Et nous rejoindrons pendant cette même émission Guédré, Swan Périssé, Mathilde Larère. On peut applaudir bien fort. Allez, c'est parti. C'est parti pour les réponses aux questions des auditrices et des auditeurs. Je vous rappelle que si vous ne comprenez pas des choses de l'émission ou même de l'actualité, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail ladernière@radionova.com. Et on commence avec une question de Mathilde. Oui, Juliette, est-ce que tu aimerais que Pierre-Emmanuel soit plus déconstruit? Eh bien, Mathilde, figure-toi... Merci Juliette. Je vais me permettre de répondre à ta place afin que ce soit plus clair et surtout... Laissez parler Pierre-Emmanuel. Surtout plus concis parce qu'on vous connaît. Après, pia, et on est encore là à la matinale. Mathilde, il n'y a pas plus déconstruit que moi. Alors on se calme, on essaye de se détendre. Si ça fait mal, on met une bouillotte sur le ventre, ça fluidifie le sang. Si vous le voulez bien, je vais passer... Oui, merci. Si vous le voulez bien, je vais passer une question plus intéressante. Alors, Nathalie, non. Mais Julie, non. Marianne, non. Christophe, oui. Coluche s'était présenté aux élections présidentielles et c'était génial. Quand Pierre-Emmanuel Barré présentera-t-il sa candidature? Cher Christophe, vous avez raison. Pour diriger notre pays, il faut un individu compétent, rassembleur, sûr de lui, mais prêt à assumer ses erreurs, sévère, mais juste, scrupuleux, exemplaire et honnête. Je ne serai donc jamais candidat à l'élection présidentielle. Par ailleurs, je pense que tous ceux qui s'y présentent sont de dangereux sociopathes et que le meilleur moyen de les départager, c'est de les enfermer dans une pièce, de les laisser tous se battre à mort et celui qui en sort vivant, on le tue. Allez, Voilà, allez, un appel au meurtre. Premier appel au meurtre de l'émission. Ça nous avait manqué. Merci Pierre pour ça et pour le reste. Et on enchaîne avec une question de Pauline. Bonjour, la semaine dernière, vous n'avez répondu qu'à des questions posées par des hommes. Pourquoi? Eh bien, ma chère Pauline, déjà partons du principe que tous les quatre, tous les trois aujourd'hui, on n'est pas forcément les truites les plus oxygénées de la rivière. Ensuite, nous avons reçu en grande majorité des messages émanant de Chip. Mais cette semaine, ça a changé et on s'en réjouit. Et mes camarades qui ne sont que des constructions, à part Pierre, qui s'est fait tatouer entre les orteils l'adage suivant « Les femmes, elles nous font vraiment trop chier !» Mes camarades, donc, vont répondre à des messages écrits par des femmes. Guillaume, go! Oui, et c'est Virginie qui nous écrit. Une question éducation et code pénal. Après avoir fait 2 filles tout à fait acceptables et prêtes à se saigner en ayant rejoint des études d'infirmière, j'ai l'impression d'avoir échoué avec le petit dernier. En effet, mon fils de 15 ans veut, et depuis 7 ans, ce n'est donc plus une passade, devenir gendarme ou
policier et idéalement rejoindre la BAC. Quelle erreur ai-je commise? Oui. Est-ce la crise d'adolescence? Mais dans ce cas, quand s'arrête-t-elle? Combien de temps les enfants sont-ils sous garantie? Le mien semble cassé. Peut-on légalement écarteler son enfant si après on envoie les morceaux en quantité égale à l'armée et à la police? Alors Virginie, c'est un cas de figure vraiment très préoccupant. Votre enfant est très clairement malade. Il souffre de ce qu'on appelle dans le milieu médical une Louis Sarkozyte. Alors, ça va pas aller en s'arrangeant. Il va tenir des propos complètement cons, devenir fan de Napoléon, chroniqueur sur LCI. Il va se présenter dans une mairie sur la Côte d'Azur avec des vieux. Bon, alors une seule solution. Voilà, je le dis, j'ai bien réfléchi. L'avortement. Ouais. Alors, j'ai vérifié aussi. À 15 ans, c'est la limite de la légalité. Mais ça passe. Hein. Vous pouvez y aller de ma part. Non, franchement, c'est la meilleure solution. Arrêtez. En Belgique. En Belgique. Non. Même en Belgique. Au Canada, au Vanuatu. Vanuatu, c'est à cause des woke, on peut plus rien faire. Bon, allez, passons à la question de Valentin. Oui, Valentin, bonjour, une question pour Madame Arnaud. Avez-vous le début du commencement d'une possible réponse à pourquoi ce monde c'est de la merde et est-ce grave de le penser à seulement 24 ans? Alors, Valentin, pourquoi ce monde c'est de la merde? J'ai pas la réponse. Mais pourquoi t'as choisi de répondre à la question? T'as pas la réponse? C'est incroyable, tu te mets dans des situations inextricables et après ouin. Putain, les filles là, vraiment, là, c'est agaçant. C'est chaud. Ouais. C'est fou. Parce que, Pierre, la deuxième question de Valentin est celle qui m'intéresse, parce qu'il dit, est-ce que c'est grave de le penser à 24 ans? Valentin, je sais pas si c'est grave, Je sais pas, mais pia quand même. Hein. Ce que je sais, Valentin, c'est que c'est un plaisir de vieux de penser que le monde c'est de la merde. Et que Valentin, n'ayant que 24 ans, vous êtes encore un jeune. À 25 ans, vous aurez le droit de le penser. À 24, c'est non. Pensez que vous allez le changer, le monde. Mieux, changez le monde. Encore mieux, changez-le en groupe. Je suis là. Je vous regarde, je fais une sieste. Passons à la question d'Alexandre en attendant. Pensez-vous que la gravité quantique à boucle réussira finalement à unifier la mécanique quantique et la relativité générale? Question très intéressante, Alexandre. Alors normalement, c'est plutôt Émeric qui répond à ce genre de questions. Je vais m'y coller, il n'est pas là. La réponse est oui, évidemment, bien sûr. Oui. C'est oui. Tu développes pas. Non, c'est pas la peine, non. Je pense que tout le monde. En plus, Émeric n'aurait pas développé. Si. Non, il n'aurait pas. Mais là, si quand même. Pas le genre. Oui, les boucles, théorie des boucles, c'est comme tes cheveux, là, le boucle. Et puis la gravité, c'est comme les visages de Pierre, voilà. C'est encore. Voilà. Ouais, allez. Non, mais c'est ça. Allez, Guillaume, ça va. On va pas te faire un claquage. On a une spécialiste de ça dans l'émission, elle s'appelle Célia Pelluet, je l'ai appelée, voici sa réponse. Bon, c'est pas vraiment mon domaine, mais pour faire simple, c'est une des théories d'unification de la mécanique quantique et de la relativité générale avec une quantification du continuum spatio-temporel via des réseaux de spin. Donc ce qui est sympa, c'est qu'elle propose un cas de non perturbatif, en gros une approche intrinsèque, quoi. Et surtout, elle est autoconsistante, donc background indépendante, ça c'est cool. Du coup, t'as pas de métrique prédéfinie. En plus, elle évite les singularités infinies. Oui, mais c'est un détail. Mais bon, comme par hasard, elle est pas vérifiable expérimentalement, elle n'intègre même pas l'électromagnétisme et les forces nucléaires faibles et fortes. Oui, bon, ça. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une réussite? Chipoter. Encore une fois, je suis pas spécialiste, mais voilà. C'est un peu dommage c'est un peu dommage de chipoter. Non, parce que nous, les garçons, on sait faire atterrir des avions, déjà. On va pas non plus savoir tout faire en mécanique quantique. Allez, n'hésitez pas à nous poser des questions. Dès que vous en avez, on répond la semaine prochaine. Il y aura Émeric qui sera de retour. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller vraiment dans la technique. Là, c'était trop facile. La dernière, @radionova.com. Si vous avez des questions sur ce qui suit, en revanche, la réponse est gardez votre argent pour financer la révolution prolétarienne. C'est la publicité. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, et c'est tout, car Émeric est en tournée à La Réunion, et on accueille ensemble notre invité du jour. On va parler bouffe, aujourd'hui, sujet sensible en France, la bouffe. Autant parler de non-binarité et transition de genre au Puy du Fou. Mais on prend des risques dans cette émission avec celle qui est directrice générale de l'ONG Foodwatch, Karine Jacquemart. Salut Karine. Sois la bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Sois la bienvenue parmi nous. On va, je l'ai dit, on va parler nourriture, on va parler surtout de toutes les saloperies qu'il y a à l'intérieur de ce qu'on appelle nourriture. Je fais des petits guillemets avec mes doigts qui ne se voient pas à la radio, c'est ridicule. Avant de parler de ça, on voulait juste un peu parler de toi et de comment tu es devenue directrice générale de Foodwatch. Quelle est exactement ta formation ?
Quelle est ta légitimité? J'en ai aucune en fait. Ah voilà, merci beaucoup. Fin de J'en ai l'émission. aucune, c'est juste que les injustices, ça m'a toujours énervé. Ok, c'est un bon début. Non, j'ai fait une école de commerce pour tromper un peu le monde C'est quand vrai même. Ouais. Ah, comme quoi ça mène à tout. Comme ça, quand je rencontre les entreprises et qu'ils me disent, vous savez pas de quoi vous parlez, je dis quand même, j'ai fait une école de commerce. J'ai une doudoune sans manche. Ah, Mais impeccable. ça fait. J'en ai une aussi. Ben oui, c'est important oui. pour certains rendez-vous. Je l'ai pas mise aujourd'hui quand même. Et voilà. Et puis il y a plus de 20 ans, je me suis dit que tout ça avait pas beaucoup de sens. C'est que quitte à râler sur la société, autant essayer de faire un truc. Donc je me suis engagé dans l'humanitaire avec Action contre la faim pendant plusieurs années. Et puis après, j'ai trouvé que tout ça était bien politique, qu'il fallait répondre aux besoins, mais que c'était bien de regarder en amont. Donc j'ai rejoint Greenpeace en Afrique. Donc j'ai coordonné pendant près de 7 ans la campagne protection forêt du Congo de Greenpeace International. Puis comme on protège pas l'environnement sans la justice sociale, c'était aussi pour protéger contre l'accaparement des terres, pour déjà le droit à la sécurité alimentaire des populations. Parce que quand on pille leur forêt, en plus de détruire le deuxième poumon de la planète, ça va pas pour leurs ressources naturelles et aussi pour se nourrir. Il y avait déjà un lien. Ouais, c'est ça. Et j'ai toujours trouvé que le fil rouge de l'alimentation, c'était assez puissant en fait, parce que c'est à la croisée de tous les enjeux sociétaux, environnementaux, économiques. Donc j'aime bien ce fil-là. Mais parce que c'est un besoin fondamental normalement. C'est ça. Mais toi, tu as un rapport particulier à la nourriture ou c'est absolument hasardeux? J'aime bien manger. Non, en vrai, c'est hasardeux. C'est plus presque stratégique. C'est-à-dire que j'ai assez vite compris que si tu contrôles l'alimentation, tu contrôles les populations en fait. Et que c'est aussi un élément, on le voit là avec Foodwatch. Donc du coup, le lien, c'est que ça fait 10 ans que j'ai rejoint Foodwatch, qui est une ONG européenne. Et... Oui, est-ce que tu peux nous présenter du coup l'association Foodwatch, c'est vraiment un contre-pouvoir citoyen indépendant. Donc c'est déjà, il y a 0 subvention. On refusera toujours les subventions publiques ou les dons d'entreprise. C'est vraiment le modèle, c'est les citoyens, les citoyennes qui font des dons, qui nous donnent la liberté. Un bon point. Ouais. Non, mais c'est toujours évidemment un gage de transparence. C'est précieux parce que ça nous donne vraiment les moyens d'enquêter et aussi de dénoncer la liberté de ton que je vais pouvoir utiliser aussi aujourd'hui. Quand tu vas insulter Macron, etc. Exactement. Voilà, Absolument. Et qu'on va revenir sur Nestlé et d'autres compères. On va parler de tout ça. Et en fait, ça a été créé par l'ancien directeur international de Greenpeace, qui était allemand, qui est toujours allemand, en 2002 en Allemagne. Donc faut dire, là, c'est une association, une organisation internationale. Donc c'est une asso 100% indépendante qui se veut européenne, donc qui a d'abord été créée en Allemagne après le scandale de la vache folle. En fait, il s'est dit que quand même il y avait des morts et qu'il n'y avait pas d'asso 100% indépendante comme ça sur l'alimentation, comme il peut y avoir Greenpeace sur l'environnement. Donc on est totalement indépendant de Greenpeace, mais c'est un peu le même modèle d'indépendance et d'être vraiment dans la confrontation non violente, avec un principe de non-violence fort, mais de secouer le système, on va en parler, qui factuellement ne va pas du tout et piétine et les gens et les droits fondamentaux et les ressources naturelles. J'ai une première question qui est un peu vaste, mais est-ce qu'il existe un droit à l'alimentation ? Comme il peut exister un droit au logement, même s'il n'est pas respecté avec tout ce qui s'ensuit, mais est-ce qu'il y a un droit à l'alimentation, au moins dans un texte quelconque, ça existe ? Ouais, en fait, c'est ce pourquoi Foodwatch, avec plein d'autres partenaires, milite, c'est pour faire respecter le droit à l'alimentation, qui est le droit à une alimentation saine, choisie, c'est hyper important, durable, pour toutes et tous, et qui rémunère aussi nos agriculteurs et agricultrices. Et ce droit, il existe en fait, il existe dans le droit international. On voudrait, et notamment avec plein d'organisations, avec le collectif Nourrir, avec Action contre la faim, avec plein d'autres associations, on se bat pour le faire en plus ancrer dans la Constitution française et dans les traités européens. Oui, parce que pour le moment, c'est pas dans la Constitution. Voilà, pour qu'il soit encore plus opposable, mais en réalité, comme beaucoup des droits fondamentaux qui sont aujourd'hui bafoués et pour lesquels on se bat, ça devrait déjà être respecté puisque c'est déjà dans les traités internationaux. Alors, tu en as parlé des agriculteurs, on va en reparler pendant l'émission, mais je voudrais commencer par les consommateurs, parce que souvent, on les responsabilise, on dit, les responsables de l'agroalimentaire disent, bah oui, mais si les gens, ils achètent de la merde, après tout, c'est leur problème. Ouais, comment on peut sortir de cette spirale de la responsabilité individuelle et C'est plus qu'une spirale, c'est un mensonge en fait. Et c'est une stratégie délibérée de diversion pour ne surtout pas regarder les vrais responsables du système tel qu'il est aujourd'hui. Donc factuellement, le système aujourd'hui, c'est quoi ? C'est on a un agriculteur, une agricultrice sur 6 qui est sous le seuil de pauvreté, donc on n'arrive pas du tout à nourrir nos propres agriculteurs et agricultrices. On va parler de la construction des prix. Et à l'autre bout de la chaîne, en France aujourd'hui, on a plus de 11 millions de personnes qui sont confrontées à de la précarité alimentaire. Je répète, en France aujourd'hui, c'est totalement intolérable. Et du coup, le problème, c'est qu'au milieu de ça, c'est un marché qui est complètement contrôlé par une poignée d'acteurs, sous l'œil bienveillant et complice de l'État.
Et en fait, c'est là où on va dire du mal de Macron dans pas longtemps. Oui, mais on va y arriver. On va y arriver parce qu'en fait, l'irresponsabilité aujourd'hui des décideurs politiques, elle est criminelle. Donc, en fait, on a là quelques multinationales de l'industrie agroalimentaire, hein, les Nestlé, Danone, Lactalis et compagnie, et on a quelques enseignes de la grande distribution. Et quand on regarde les chiffres, c'est fou en fait, parce qu'il y a 5 plus grandes enseignes qui contrôlent 80% du marché. Or, aujourd'hui, en France, on a encore 70% des achats alimentaires que vous faites dans les supermarchés, que nous faisons dans les supermarchés. Donc il y a une espèce de contrôle comme ça, et finalement ça veut dire que ces marques et ces grands distributeurs qui se présentent comme les alliés des consommateurs, n'est-ce pas ? En fait, c'est eux qui décident absolument qu'est-ce qu'il y a dans les rayons, c'est-à-dire la qualité des produits, ou la mauvaise qualité, et à quel prix. Et c'est eux qui se servent de l'opacité sur les marges et le fait qu'on ne comprend rien à la construction des prix entre l'agriculteur et le prix que vous trouvez dans les rayons, c'est totalement opaque. Et en fait, à chaque fois qu'on creuse, on se rend compte qu'il y a des abuseurs de l'inflation. On l'a démontré fin 2023 quand il y avait une inflation sur l'alimentation incroyable. Mais on se rend compte aussi que non seulement c'est eux qui décident, mais ils ne laissent pas beaucoup le choix aux gens qui n'ont pas de moyens. On a par exemple démontré avec une enquête de Foodwatch que sur 12 catégories de produits, les 5 produits les moins chers étaient plus sucrés en moyenne à chaque fois que les 5 produits les plus chers. On a aussi démontré avec d'autres associations que sur plus de 1000 promotions, il y en avait les 2 tiers, 66%, qui étaient sur des produits contraires aux recommandations de santé publique. Donc en fait, non seulement ils contrôlent tout... ils saignent d'un côté, ils saignent de l'autre, et ils vendent de la merde. Ça commence à faire beaucoup. Non seulement ils contrôlent tout, mais ils vendent des produits pas chers, soi-disant bon marché, mais qui en fait trop souvent sont des produits qui sont pas bons pour la santé. Ouais. Et du coup, ils sont aussi responsables de l'impact sur la santé publique, sur l'environnement, sur la biodiversité. Okay, ouais. Et donc on ne peut pas dire que c'est la responsabilité individuelle quand on porte cette responsabilité-là. Par contre, ils veulent pas qu'on en parle. Et c'est pour ça que je suis là, moi, pour redire, c'est vous qui êtes responsable avant toute chose. Historiquement... De toute façon, ils nous écoutent. Donc là, ils commencent à se remettre en question. Historiquement, quand est-ce qu'on a commencé à manger de la merde, c'est-à-dire des produits avec plein de sucre ajouté, plein de nitrites, de tout ? En France, ça a commencé quand ? Je n'ai pas fait d'études historiennes, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça s'aggrave. Depuis, déjà, au niveau agricole, il y a eu ce modèle d'agriculture intensive qui s'est fait surtout après la Seconde Guerre mondiale. Ok, donc c'est exactement ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Oui, et surtout après, on voit bien qu'il y a une industrialisation progressive, et pas seulement en France, au niveau mondial, en fait, de cette alimentation qui est de plus en plus transformée, où en effet, quand on regarde le sujet du Nutri-Score, par exemple, les entreprises les plus honnêtes avec qui j'ai pu discuter m'ont avoué les yeux dans les yeux en disant, oui, progressivement, on a retiré des éléments nutritifs et remplacé par du sucre ajouté. La plupart du temps qu'on vous cache, parce qu'il peut y avoir 20, 30 noms différents de ce sucre ajouté. Donc il y a une espèce de dérive, et c'est pour ça que nous, on est là aussi en contre-pouvoir citoyen indépendant pour dire, mais en fait, on vous voit. Enfin, combien de temps vous pensez que vous allez pouvoir continuer à vendre des produits qui sont mauvais pour la santé, en prétendant en plus être des alliés, en faisant des bénéfices, mais en faisant ouin, nous on fait pas de bénéfices, c'est pas moi, c'est l'autre. En fait, c'est pas possible. Et encore une fois, l'idée c'est pas tant de parler de ces acteurs et du système de façon générale. L'idée c'est de dire, parce que c'est un droit fondamental, la santé publique, l'accès à une alimentation saine, durable, choisie, il est hors de question de laisser faire des entreprises qui contrôlent le marché et qui en fait ont un effet absolument désastreux et sur la santé et sur l'environnement. Merci Karine, on va en reparler évidemment jusqu'à 20h. Nutri-Score, tu l'as dit, on va en parler aussi. Les nitrites, voilà, les thématiques sont vastes. On va juste faire une petite pause musicale. On va rester quand même dans l'ambiance puisque j'ai choisi d'écouter Merguez Party des Musclés. Je trouvais que c'est intéressant, l'agroalimentaire, une ode au barbecue. Alors, qui nous rappelle. Crois bien, Guillaume, que je n'éprouve aucun plaisir particulier à te contredire, mais c'est toi la merguez. Waouh, la violence. Non, ça va. Non, propre. On va rester dans la nourriture, mais pas avec des aliments transformés, puisqu'on va écouter La banane de Phil Catherine. Voilà. Vous êtes toujours sur Radio Nava, la dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, notre invitée Karine Jacquemart, directrice générale de l'association de l'ONG Foodwatch. Et elle est de retour. C'est elle qui est un mélange entre Lady Gaga, Anne Sylvestre et un coup de taser dans les couilles. C'est l'incroyable Guédré. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive parfois qu'on demande aux jeunes mamans
Quel serait le rêve tout de suite là? De quoi elles auraient envie maintenant? On nous offre une séance de massage, on nous propose un après-midi shopping, un bon pour un soin du visage, on organise une soirée entre copines. Mais aujourd'hui, je vous le dis franchement, malgré votre rare mais bonne volonté, personne n'a compris ce qu'on veut vraiment. Quel est notre plus grand souhait? Nous, on veut juste faire caca toute seule. Fermer la porte et faire caca toute seule. Sans personne qui joue au Lego sur nos pieds, sans personne qui dit bravo maman quand on a terminé. On veut juste faire caca toute seule. On peut s'habituer à se laver les cheveux d'une main et de l'autre construire une tour en capla. Se réveiller à 5h30 tous les matins, écouter Tata Yo-Yo pour la 300 millième fois. En vrai, on s'en fout de se faire vomir dessus. On ne remarque même plus qu'on a de la morve dans les poches. On peut apprendre à faire des épées en papier d'alu et ne pas se vexer quand on nous dit c'est trop moche. On est capable de beaucoup de choses, on est prêt à beaucoup de sacrifices. Au fond, on demande juste une petite pause, quelques minutes, 5 ou 10, pour pouvoir faire caca toute seule. On veut pouvoir faire caca toute seule, sans personne qui déroule tout le papier toilette, sans personne qui demande à regarder dans la cuvette. On veut pouvoir faire caca toute seule. Incognito, caca fermé à clé. On veut pouvoir faire caca toute seule. Merci Guédré pour cet hymne. Oasis à Wonderwall, Guédré à faire caca toute seule. Une demande. Merci beaucoup. Tu reprends ta tournée le 3 octobre à Bordeaux et tu as des dates un petit peu partout. Tu joueras notamment à l'Atelier, Théâtre de l'Atelier à Paris, le 30 octobre. Guédré, qu'on peut encore applaudir. On est toujours avec notre invité Karine Jacquemart de l'ONG Foodwatch et on parle du caca. Non, il aurait dû me le dire, je serais sorti. Ouais. Vous réglerez ça peut-être à la maison, j'ai envie de dire. Voilà, ça devient extrêmement gênant comme émission. On parle de caca que l'agroalimentaire met dans les aliments et on a cité le Nutri-Score juste avant la chanson de Guédré. C'est quelque chose qu'on voit sur les emballages, mais on ne sait jamais trop à quoi ça correspond. A, vert, on se dit oh c'est cool, et quand c'est rouge E, je crois, ça va jusqu'à E, on se dit bon ça doit être pourri, mais sinon à quoi ça correspond? Est-ce que c'est obligatoire et est-ce que les marques jouent le jeu? Alors déjà c'est essentiel parce que malheureusement dans les supermarchés aujourd'hui c'est le règne de la désinformation. Enfin c'est vraiment un sport de haut niveau d'essayer de s'y retrouver sur la vraie qualité et la vraie composition des produits. Et donc ça permet à l'avant de l'emballage, que ce soit accessible pour toutes et tous du premier coup d'œil, de comparer la composition, la qualité nutritionnelle des produits entre eux dans une même catégorie. Donc, et il n'y a pas besoin de faire les petits yeux pour arriver à voir s'il y a des E. Là, c'est des couleurs. Voilà, et puis il n'y a pas besoin de sortir un smartphone et d'être dépendant de ça pour voir quel produit est le moins dangereux pour la santé de mes gamins quand j'achète des céréales. Donc là, au moins, ça n'est ni plus ni moins, mais c'est pas. C'est fiable. Ouais, c'est fiable. Okay. Et c'est ni plus ni moins. Ça dit rien sur les additifs, sur tout ça, parce que c'est une des critiques. Non, mais en revanche, c'est vraiment fiable sur la qualité nutritionnelle des produits pour comparer dans une même catégorie des céréales avec des céréales, etc. Et pourquoi c'est important? Parce que sinon, l'info, elle est incompréhensible à l'arrière des emballages. Et pourquoi c'est fiable? Parce que c'est développé de façon indépendante par des scientifiques indépendants qui n'ont aucun conflit d'intérêt avec l'industrie. On a dû se battre à dénoncer d'autres tentatives d'industriels qui ont voulu faire des logos totalement fantaisistes pour vous désinformer. Et c'est obligatoire. Le Nutri-Score, c'est fiable. C'est obligatoire sur les emballages. On se bat pour que ça devienne obligatoire. On se bat pour que ça devienne obligatoire à l'échelle européenne, comme à chaque fois, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un truc en France et pas ailleurs. Malheureusement, ça a été bloqué par les lobbies.
quand il y a eu un vote en 2011 d'un règlement européen. On se bat pour que ça change et que ça devienne obligatoire. Il y a une grosse bataille avec l'industrie agroalimentaire qui cherche évidemment à le bloquer. Pour le moment, c'est sur base volontaire, mais il y a plusieurs États membres, dont la France, qui l'ont adopté. Et donc les entreprises, il y a des centaines aujourd'hui qui l'ont adopté. Ouais. En revanche, il y a des marques comme Danone, pour pas les citer, mais aussi Nestlé, enfin il y en a plein d'autres, qui font marche arrière parce que l'algorithme, il évolue avec la science, et c'est encore une fois indépendant, ça s'améliore au fur et à mesure. Et tout d'un coup, quand ils trouvent qu'ils perdent un peu une lettre et qu'ils passent du C au B, ils trouvent que c'est beaucoup moins rigolo et que informer les gens, ça devient beaucoup moins intéressant. Donc là aussi, on dénonce, comme je le fais aujourd'hui, les marques qui ne sont pas prêtes à jouer le jeu. Enfin, la transparence, c'est quand même le b.a.-ba, et ça fait partie des choses pour lesquelles Foodwatch se bat et ne lâchera pas, quoi. Et tu as parlé d'additifs, là, à l'instant. Qu'est-ce que c'est exactement un additif ? Genre, on a parlé des nitrites aussi. Ouais. Est-ce que les nitrites, c'est un additif ? Absolument. Okay. En fait, dans les produits alimentaires industriels, il y a très souvent des additifs. C'est ce que vous retrouvez, alors soit sous des noms un peu compliqués, soit avec les lettres, vous savez, E quelque chose. Chaque série de numéros correspond à différentes catégories. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plus de 330 autorisés dans l'alimentation en Europe. Il y en a une cinquantaine dans le bio, et que déjà les toxicologues disent que c'est beaucoup trop parce qu'on est incapable d'évaluer le risque chimique de ce qu'on appelle les effets cocktails. Si dans votre pizza vous vous retrouvez avec 15 additifs, ce qui arrive, en fait personne ne sait mesurer quel effet chimique ça va avoir. Mais donc, c'est quand même fou que ça soit autorisé à la vente. Donc en gros, il faudrait les réduire. Et ce pourquoi on se bat, c'est de dire, à commencer par les additifs pour lesquels il y a des études scientifiques crédibles qui pointent du doigt des risques pour la santé et pour lesquels l'industrie, clairement, sait faire sans. Et c'est pour ça qu'on s'est attaqué aux additifs à base de nitrite, que vous allez retrouver beaucoup dans la charcuterie, parce que clairement, vous le voyez dans les rayons, les industriels savent faire sans, vu qu'ils vous vendent du sans nitrite souvent plus cher. Donc c'est ce qui donne la couleur rose au... C'est ce qui donne la couleur rose au jambon, c'est un conservateur avant toute chose. Et ce qui est insupportable, en fait, c'est que quand on a lancé cette pétition européenne pour en demander l'interdiction donc à l'échelle européenne, et on ne va pas lâcher, moi je me disais... pas naïvement, mais de façon un peu constructive. Je me disais, on va s'adresser à l'industrie de la charcuterie et on va trouver avec eux un bon timing, quelle est la transition qu'il faut, même s'il faut qu'il y ait des compensations de l'État. En fait, on s'en fiche, c'est une question de santé publique. Et au-delà de ça, on a un lobby qui fait des stratégies classiques de lobby, c'est-à-dire qui a bloqué la loi, qui a tout fait pour raconter que c'était pas si dangereux pour la santé, la stratégie du doute pour remettre en question les études scientifiques, etc., etc. Mais il devrait y avoir un consensus. Il devrait y avoir un consensus politique là-dessus. Et en fait, c'est un consensus scientifique. C'est ce qu'on mange, ce qu'on met à l'intérieur de nous-mêmes. C'est exactement la raison pour laquelle moi, je suis censé ne pas être là, et on est censé ne pas avoir besoin d'un contre-pouvoir citoyen pour faire advenir un truc qui est de base, ça paraît dingue. Qui est la santé publique. Et en fait, il y a même, pour le coup, dans la Constitution française et dans les traités européens, un truc qui s'appelle le principe de précaution. Et donc, quand il y a un consensus scientifique, en tout cas qu'il y a des études crédibles qui vraiment montrent des dangers pour la santé, les politiques, les responsables politiques devraient dire principe de précaution, du coup je protège la santé des consommateurs, des consommatrices, on l'interdit. Et évidemment qu'on n'est pas hors sol. Encore une fois, s'il faut une période de transition, bien sûr qu'il faut accompagner notamment les PME, mais en tout cas on l'interdit parce que la santé publique doit compter dans l'équation. Ça n'est pas le cas sur les nitrites, on se bat toujours et il n'y a que des engagements volontaires parce qu'il y a un refus des gouvernements successifs là, de mettre les moindres contraintes aux entreprises. Et en fait, même quand il s'agit de santé publique. Est-ce que c'est les mêmes pressions qu'il y a eu, par exemple, au moment de la loi Duplon ? C'est les mêmes pressions. C'est le même genre de lobby qui sont à la manœuvre ? C'est le même genre de lobby qui est à la manœuvre, et c'est surtout cet état d'esprit des décideurs politiques de dire on va plutôt soutenir les entreprises et en aucun cas on va leur mettre ce qu'on appelle des contraintes et en l'occurrence des réglementations pour mieux protéger la santé et l'environnement. La loi Duplon, c'est le lobby des pesticides et c'est le lobby des grands producteurs céréaliers et betteraves à sucre et autres qui en fait tirent profit du système aujourd'hui agricole qui est totalement injuste. La majorité des agriculteurs, des agricultrices, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre dignement de leur production et être accompagnés dans une transition vers une agriculture juste et durable. C'est ça qu'ils veulent. Et c'est seulement une minorité, comme c'est la minorité des Fleury-Michon, Herta, Madrange et compagnie, qui vous vendent en fait du sans nitrite plus cher et qui veulent maintenir un marché à deux vitesses et qui bloquent la loi. C'est ça qui est insupportable. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que justement, on peut ne pas laisser faire. Aujourd'hui, on est là pour dire, on vous voit, on va continuer à enquêter, à dénoncer et à faire un rapport de force non violent mais déterminé, toutes et tous ensemble ici, pour reprendre le pouvoir et dire ça suffit. On va continuer à le faire. Merci Karine.
On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de ce qui pollue nos estomacs. On va le faire juste après ce qui pollue nos cerveaux, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, il est 18h45, la dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, Karine Jacquemart de l'ONG Foodwatch. Avant de continuer avec toi, Karine, je suis désolé de devoir t'interrompre, mais il se passe des choses extrêmement graves actuellement en France. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Bon, Karine, on va continuer à parler bouffe, rassure-toi, mais je vois bien que depuis le début, il y a un sujet que t'esquives un petit peu. Parce que t'es pas à l'aise. Voilà, tu veux pas d'ennui, mais heureusement, la lanceuse d'alerte Christine Kelly est là, sur Europe 1. Je veux bien entendu parler, et ça vous le savez, je vais parler de... L'annulation de la fête du cochon de Treffendel en Ille-et-Vilaine. Voilà, on pouvait pas y couper, l'annulation de la fête du cochon de Treffendel en Ille-et-Vilaine. Toute la France est en émoi, vous avez suivi ça toute la semaine. Alors évidemment, sur les médias Bolloré, breaking news. Voir attaquer le cochon, c'est voir attaquer profondément l'identité française. L'identité française est en danger. Triptyque, liberté, égalité, cochon grillé. C'est notre nation qui est attaquée. C'était une fête, la fête du cochon, organisée par le Parti de la France. Ça, il faut le préciser. Vous voyez ce que c'est le Parti de la France? Vous voyez Zemmour? Bon, alors pour le Parti de la France, Zemmour, c'est un babos. C'est un joueur de Diabolo, le gars, voilà. Mais c'est pas la question. La question, je rappelle, c'est l'annulation de leur fête. Mais c'est quand même fou. Incroyable. Gabriel Cluzel. Et d'ailleurs, je termine dernier point, les saucisses. Avant, c'était une tradition de la fête de l'UMA, où vous se réunissez dans toute la gauche. Je sais pas, aujourd'hui, ils font des saucisses véganes au poulet, j'en sais rien. Des saucisses. Vous avez entendu le désarroi. Non, mais quand je vous dis que c'est un vrai sujet, vous ne croyez pas. C'est un vrai sujet, hein. Non, des saucisses véganes au poulet. Voilà, ça vous l'avez entendu. Et c'est vrai, on y était la semaine dernière à la fête du Léman, on a bien vu. On a même vu une tête de veau végétarienne au viandox. C'est la folie. Alors il n'y a pas que sur les médias Bolloré, moi je dois être tout à fait juste. Sur Sud Radio aussi, ils sont en boucle. Faut quand même arrêter avec tout ça, quand même, à un moment donné. On va pas tout politiser. Vous n'allez pas demander aux escargots demain s'ils sont de gauche ou de droite, et si, avant de les manger, nous allons demander à quelle tendance politique appartiennent les escargots. Ça suffit! Merde! Si des néo-nazis organisent la fête des escargots, c'est pas de la politique, c'est escargots! Faut avoir le courage de le dire. Moi, si j'organise un concours de t-shirts mouillés du maréchal Pétain, c'est un concours de t-shirts mouillés, c'est tout, voilà. Faut pas mettre la politique partout. Ça, c'est grave parce que c'est la France qui est attaquée. Il y a la fête des tripes ailleurs, donc ils vont s'attaquer à tous les symboles qui d'une façon ou d'une autre représentent un bout d'histoire ou des racines françaises. Voilà, peut-être que demain ils interdiront la fête de la choucroute. La fête de la choucroute, ils vont interdire. Oh, on se réveille la France là? Non mais c'est la fête de la... Et demain c'est quoi? C'est le concours du cri de la sauterelle de Mont-de-Marsan? On est où là? C'est de la folie et ça va être de pire en pire. On va aller dans la folie wokiste. On a supprimé les dix petits nègres, on peut plus, Agatha Christie, il n'y a plus des dix petits nègres. On va plus avoir les trois petits cochons. Ah bah non, on ne peut pas lire les trois petits cochons, c'est pas possible. Donc, dans cette hérésie, dans cette folie, ces gens-là attisent la haine pour la haine. La haine pour la haine. Interdire une fête du Parti de la France qui se bat contre les musulmans, les immigrés, les minorités, c'est attiser la haine. De même que je trouvais, à titre personnel, Jean Moulin un poil belliqueux. Bon, allez, bonne résistance les amis, enfin bon plat de résistance et bon appétit bien sûr. Et merci Guillaume. À votre service. J'allais dire pour l'information, pas du tout. Merci Guillaume pour la désinformation. Et puisqu'on en est à causer désinformation, Karine Jacquemart de l'ONG Foodwatch, si on parlait de Nestlé. Ah, on a tous envie là, on a hâte. Où est-ce qu'on en est de cette bagarre entre Foodwatch et Nestlé? Est-ce que c'est gagné bientôt? J'espère bien, mais en tout cas, on casse le climat d'impunité, ça c'est sûr. Donc qu'est-ce qui se passe? Faisons un petit résumé de la situation. Malheureusement, déjà, on a une répétition de scandales alimentaires depuis ces dernières années. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Donc, encore une fois, c'est pas pour créer des peurs, c'est juste pour dire arrêtons et remettons les responsabilités là où elles sont, et on se sert de ces scandales pour dire cette fois, peut-être que ce serait bien qu'il y ait des sanctions et que les choses soient mises en place pour que ça ne se répète pas. Donc, Foodwatch a porté plainte en 2018 dans le scandale Lactalis, des laits infantiles contaminés au salmonelle.
Déjà aussi Nestlé en 2022, quand il y a eu les pizzas Buitoni, c'était déjà le groupe de Nestlé. Et malheureusement, il y a eu non seulement des dizaines d'enfants malades, mais même 2 décédés. Donc tous ces procès sont en cours. Et là, le dernier, c'était quand même l'enquête du coup de Marie Dupin de Radio France et de Stéphane Foucard du Monde, qui est sortie du coup il y a début 2000, le temps passe vite, mais début 2024 si je me trompe pas. Et du coup, on a tout de suite réagi en tant qu'association de consommateurs en disant mais en fait ces informations révèlent que ça fait des années que du coup Nestlé sur ces différentes eaux en bouteille, Perrier, etc. Triche en fait. C'est-à-dire que manifestement ils ont vu des risques de contamination de ces eaux, alors que c'est censé être puisé au plus profond et que c'est censé être des eaux minérales naturelles. La réglementation européenne dit, pour que ça puisse être appelé eau minérale naturelle, en fait, vous ne devez pas filtrer. C'est censé être pur. Or, eux ont utilisé des filtres de façon illégale depuis des années. Donc, en fait, parce qu'ils ont repéré des matières fécales. Parce qu'ils ont repéré. Alors, ils ont repéré des contaminations et à un certain moment des risques de contamination. Le problème, c'est que, à part ces enquêtes de journalistes et du fil qu'on tire, il y a une opacité sur finalement quand est-ce qu'ils ont fait des contrôles, avec quels résultats détaillés. Mais oui. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas que des matières fécales. Il y avait aussi des résidus de pesticides et des PFAS. Vous savez, c'est polluants éternels. Donc, quand même, si on fait un pas de côté, on est face à un système qu'on nous impose, d'une industrie et d'un modèle agricole qui contamine les sols et l'eau. Ça va jusque dans les nappes souterraines les plus profondes où on est censé puiser des eaux minérales naturelles. Et au lieu de dire « Ah, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait ?» Ils ont menti, ils ont caché ça, ils ont utilisé des filtres illégaux et ils ont continué à nous vendre de l'eau en bouteille 100 fois plus cher que l'eau du robinet, sans dire qu'il y avait des risques de contamination et qu'elle était filtrée. Mais comment ils se défendent, en fait. Comment ils se défendent, eux? Ils se défendent pas parce qu'en fait ils s'emmurent surtout dans le silence en disant mais notre eau elle est tout à fait sécurité sanitaire, mais en fait reste à le prouver. Et puis qu'est-ce que en fait soit vous utilisez encore des filtres illégaux, soit il y a des risques dans l'eau. En fait c'est ce manque là où je comprends pas leur gestion de crise, c'est que plus ils s'enferment dans l'opacité, moins il y a de confiance pour les gens. Donc Foodwatch a porté plainte une première fois début 2024 et au pôle santé publique du parquet de Paris. Et là, notre plainte, elle a été délocalisée à Épinal, où il y a un certain nombre, du coup, de forages des eaux, et notamment Vittel, Épar, bref. Donc, en fait, notre plainte a été délocalisée. Et là, on a été surprise par l'appel de notre avocat juste avant l'été 2024, qui nous dit, en fait, il y a une transaction financière, ça s'appelle une CGIP, pour ceux qui veulent aller voir, mais c'est possible. Il y a une transaction financière entre le procureur Nestlé et donc vous, quel est Foodwatch? À combien vous estimez le préjudice? Ah, il voulait carrément donner de l'oseille. Attends, la traduction de la phrase que tu viens de dire, ça veut dire à combien vous estimez votre silence? Absolument. Et donc. Mais ça, c'est légal? Non, mais oui. Sauf que normalement, cette CGIP, dont je ne connaissais pas l'existence juridique, c'est normalement que pour les infractions environnementales, alors que nous, association de consommateurs, on a porté plainte pour fraude. Mais c'est pour ça que tu es arrivé en Porsche. Je me demandais. Ah ouais, d'accord. Du coup, pour marquer le coup, j'ai demandé un max. Non. Bien sûr. Donc, en fait, on a dit, mais il en est hors de question. On a écrit et on a communiqué après. Vous pouvez voir sur le site internet foodwatch.fr, dans les communiqués de presse. En septembre, ensuite, dès qu'on a pu, on a communiqué haut et fort en disant Foodwatch refuse l'argent de Nestlé et reporte plainte. Mais c'est un peu un aveu de culpabilité quand même, s'ils en sont là. Exactement, mais parce que le préjudice, en plus, c'est pas un préjudice financier. Nous, on défend quoi? On défend le fait qu'il y ait enfin un climat d'impunité qui soit arrêté, que c'est pas parce qu'on s'appelle Nestlé ni n'importe quelle marque qu'on est au-dessus des lois, qu'en plus l'État, là, manifestement, a été complice. Mais donc, oui, en fait, il faut que ça s'arrête. Parlons de l'État, parce qu'à un moment donné, on est censé être protégé par des gens qu'on a élus. Je fais de l'humour aussi dans cette émission. Et donc ils sont où ces gens? Les deux sont ciblés en fait. Et donc Foodwatch a reporté plainte au parquet de Paris de nouveau en disant cette fois vous n'allez pas nous mettre ailleurs, c'est ici que ça se passe parce que c'est national et même international vu le nombre de bouteilles que vous exportez. Et bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je vous dis c'est pas une fatalité. Là je veux redonner de l'espoir aux gens. Pourquoi on enquête et on dénonce pour faire changer, mais aussi pour que en tant que citoyen citoyenne on bouge. Et le fait d'avoir reporté plainte fait qu'il y a effectivement une enquête judiciaire qui est ouverte. D'ailleurs, on a même été auditionné pour faire état des éléments qui étaient dans la plainte que l'on a donnée. Et aujourd'hui, l'enquête se poursuit de la part de 2 juges du tribunal du coup de Paris. Et il y a même eu des perquisitions, vous en avez entendu parler pendant l'été. Donc ça se poursuit. Et il y a 2 objectifs, encore une fois, la communication
pour que ce genre de marques se disent bien que ça n'est pas possible de prendre les gens pour des idiots et de frauder à ce point, et que ça va en fait les impacter négativement. C'est ce qu'on appelle le name and shame, c'est ça ? Name and shame, absolument. Okay. Et il faut à un moment donné les mettre face à leurs responsabilités, parce qu'en fait c'est pas vu pas pris. Les nitrites, les affaires sanitaires comme celle-là, ils jouent à pas vu pas pris. Tant qu'ils peuvent continuer, que l'État est complice, parce qu'en l'occurrence, les enquêtes des journalistes montrent qu'il y a effectivement des responsables de hauts fonctionnaires qui ont été complices en fait. Oui, c'est même pas qu'ils ferment les yeux, c'est qu'ils. Ah ben en fait, il y a un moment donné où Nestlé a senti quand même que ça commençait à se savoir, en tout cas dans certaines, on va dire certaines administrations. Donc ils ont pris rendez-vous avec des autorités publiques et ils ont dit bon, il y a un petit problème, on est en train de faire ça, mais finalement la norme a été un petit peu changée, mais sans que ce soit vraiment officiel. En fait, il n'y a rien qui va. Le droit à l'information des consommateurs, consommatrices, des citoyens, citoyennes est essentiel, et surtout, c'est une fraude caractérisée. Mais attends, je reviens juste un peu avant, parce qu'il y a un truc que j'ai découvert en préparant l'émission, c'est que par exemple, Perrier, il puise de l'eau dans une source, gratos en fait, cette source. Normalement, l'eau, ça appartient. Heureusement qu'Aymeric n'est pas là, ça n'intéresserait pas du tout cette discussion sur l'eau minérale. Beaucoup d'eau. Non, mais il y a une source d'eau. Une entreprise arrive et dit cette eau est à moi, je vais la mettre dans les bouteilles et je vais la vendre, et c'est OK. En fait, il n'y a rien qui va, parce que déjà cette affaire d'eau minérale, on peut aussi parler des microplastiques, de la contamination, enfin, il n'y a rien qui va. Et l'accaparement de l'eau, c'est une ressource précieuse, je dis bien précieuse, et d'ailleurs, demain, ça va être un problème majeur. Donc, il est important d'en refaire un bien commun et d'arrêter cet accaparement de l'eau. Mais en plus, il y a la gestion. Et derrière, il y a les employés. Enfin, je veux dire, si ils font n'importe quoi, et que finalement, il y a des usines qui ferment, mais c'est leur responsabilité. C'est parce que là, je vous le dis, de la gestion de crise en avant, pendant et après, il n'y a rien qui va de la part de Nestlé. Et ce groupe se permet ça parce qu'il se croit au-dessus des lois et qu'il continue à ne donner aucune explication. Donc, opacité, impunité, c'est fini. On est là pour tenir tête et puis on va y arriver. J'espère qu'il y a des pubs. J'espère qu'il y a des pubs Nestlé pendant l'émission. Essayez de cocher tous les produits Nestlé qui sont contenus dans les publicités. Merci Karine, on va revenir à cette thématique sans fin mais passionnante et terrifiante à la fois. Mais vous savez ce qu'on dit, une personne connue, c'est quelqu'un dont on remarque la présence. Une personne célèbre, c'est quelqu'un dont on remarque l'absence. Et il n'est pas là. Mais pourtant, il ne voulait pas nous laisser comme ça. Aymeric Lomprey nous a préparé un petit quelque chose. Salut à tous, c'est Aymeric Lomprey. Vous allez bien ? Ouais. J'attends qu'ils disent ouais. J'ai rien entendu. Bon alors, comme vous le savez peut-être, je suis actuellement souffrant et pas du tout sur l'île de la Réunion. Je suis bien souffrant. Mais je dois bien me douter que je manque à l'émission. Car je suis un des piliers de l'émission, avec les 3 autres. Mais vous savez, j'ai l'habitude dans l'émission d'être le sniper de l'émission. Dès qu'une blague vaut le coup, je suis sur le coup. On m'appelle souvent le Laurent Bouffi de l'émission. Alors, afin que j'ai un peu une part de moi avec vous, je vais vous dire toutes mes blagues en snipe, mais maintenant, et comme ça, vous les entendrez. Attention, c'est parti. Mais non, pas comme l'invité. Comme Guillaume. Pas comme Pierre. Oui, Juliette, je l'ai lu ce livre. Il est ouf. Ce bon vieux Retailleau. Là, c'est un rire que vous pouvez mettre tout le temps. Si on enlève R à droit, ça fait doigt. Comme par exemple, doigt dans les fesses. Mais arrêtez de rire. Le premier rang, on se réveille, hein. Allez, on se force à rire à la chronique de Pierre-Emmanuel. Pardon, excusez-moi, je me réveille. Oh non, encore une pub. J'espère que nos salaires vont être... Je recommence celle-là. Oh non, encore une pub. J'espère que ça va se répercuter sur nos salaires. Attention derrière vous. Une doudoune sans manche. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je retourne dans mon lit. Je veux bien un autre petit punch. Aymeric, qu'on peut applaudir. Aymeric Lomprey. On l'embrasse. Merci. On va continuer à parler agroalimentaire avec Karine Jacquemart, mais on va le faire juste après. Mais non. Quel enfer. Je vais envers ma sonnerie de téléphone portable. Oh là là, j'ai l'impression qu'il est là. J'ai quasiment l'impression qu'il est mort et qu'il revient nous hanter.
Mais non. Mais non, putain. Ça va être long. Ah, ça va être long. Ça va être très très long les 8 prochaines heures de l'émission. Allez, on va faire une petite pause musicale. J'ai bien compris que la merguez partie, non, c'était une blague. Non, on va écouter plutôt les sardines de Patrick Sébastien pour rester loin. Non, mais la thématique de la bouffe. J'ai bien compris. La SketchUp alors. La SketchUp. Non. Ah, c'est les... T'es gênant, t'es gênant, t'es gênant, t'es gênant, t'es gênant. On va écouter une femme quand même, une artiste britannique qui se nomme Olivia Dean, avec un titre où l'on peut caresser l'idée d'être gentils les uns les unes avec les autres, nice to each other, même dans une histoire d'amour. Fou. Mais arrêtez de rire. Vous avez entendu le haut nom de Juliette Arnaud qui est en train de s'installer. Un petit chapeau pointu. Vous êtes toujours sur Radio Nova. La dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Karine Jacquemart de l'ONG Foodwatch. Et elle est de retour et vous allez en savoir plus sur cette histoire de petit chapeau pointu que nous avons tous sur la tête. Elle est de retour pour cette saison 2 de La Dernière, notre historienne spécialiste des mouvements révolutionnaires qui documente son travail actuellement en ne ratant aucune manif. C'est Mathilde Larère qui est là. Et ouais, vous avez compris, on va fêter un anniversaire. Et non des moindres. 233 ans. Allez. Quand même. Car le 21 septembre 1792, il y a donc 233 ans, c'était l'abolition de la monarchie en France. Ouais. L'abolition de la monarchie en France. Alors, je vous raconte vite fait, et pour ce faire, je mets mon bonnet phrygien. Ah oui, il y a des costumes aujourd'hui. Hein. Ah ouais, non, ouais. Ah ouais, bon, excellent. L'abolition de la monarchie. Mais non. Petit rappel en arrière. 1789. Les États généraux s'autoproclament Assemblée nationale constituante. La Bastille est prise. La monarchie absolue est dead. Mais pas la monarchie. Et non. On l'oublie souvent, les 3 premières années de la Révolution française se sont faites avec le roi, toujours Louis XVI, et il restait même populaire au début. On le disait restaurateur des libertés. Mais voici qu'en juin 1791, il décide de pendre la poudre d'escampette, de partir à l'étranger pour rassembler des forces et revenir pour armer, retrouver toutes ses prérogatives de roi absolu. Il part de nuit, il laisse sur sa table de chevet une lettre qui dit en substance, j'ai un peu changé, espèce de salaud de révolutionnaire de merde, de Gaulois réfractaires, vous n'êtes rien, je vous déteste, j'ai très envie de vous emmerder, donc je vais traverser la rue, donc je vais traverser la frontière et je vais rétablir l'ordre, parce que c'est mon projet. J'ai un peu changé, mais en substance, c'était ça. Hein. Bref, il se fait arrêter comme une grosse buse à Varennes. À ce moment-là, nombreux aimeraient qu'il soit déchu, voire que l'on passe à la République. D'ailleurs, une foule pacifique demande la République le 17 juillet 1791. Mais elle est dispersée par la Bravem, oh non, putain, Mathilde, par la garde nationale qui fait feu sur la foule. Louis XVI reste donc encore sur le trône. Alors, c'en est fini de sa popularité, il est coincé aux Tuileries, mais la Constitution continue à lui conférer un grand nombre de pouvoirs, moins qu'avant, mais quand même. Au printemps 1792, il peut dire « Nous sommes en guerre ». Mais cette fois, c'était vrai, puisque c'était les guerres contre les cours étrangères. Dans ce contexte, les positions se radicalisent en France et le 10 août 1792, une foule de Parisiens, de Parisiennes, de sans-culottes munis de leur bonnet phrygien, qu'on appelle bonnet rouge à l'époque, mais aussi de soldats montés de Marseille, venus de Bretagne pour aller combattre, se portent aux Tuileries. « On va te chercher chez toi !» Nanana. Voilà, le roi tombe. Il est emprisonné au Temple. Une nouvelle assemblée est élue, on l'appelle la Convention. Le 21 septembre 1792, elle tient sa première séance. Monte à la tribune Collot d'Herbois qui propose qu'on vote comme premier décret l'abolition de la royauté. Ça discute un peu, putain merde, oulala, ça va loin quand même ce truc. L'abbé Grégoire monte à la tribune et dit « Qu'est-il besoin de discuter quand tout le monde est d'accord ? Les rois sont dans l'ordre moral, ce que les monstres sont dans l'ordre physique. Les cours sont l'atelier du crime, le foyer de la corruption et la tanière des tyrans. L'histoire des rois est le martyrologe des nations. L'abolition de la royauté est décrétée dans la foulée, dans une acclamation gigantesque, à l'unanimité. Au lendemain,
Les actes officiels sont datés du premier jour de l'an 1 de la République. Le roi sera ensuite jugé, condamné à mort pour haute trahison et guillotiné le 21 janvier 1793, où l'on a mangé après de la tête de veau pour rester dans les histoires de bouffe. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'histoire enseigne que tous les pouvoirs sont fragiles, que tous les rois peuvent tomber. À bon entendeur, salut. Donc... En ce dernier jour de l'an 233 de la République, 10 jours des récompenses. C'est un réveillon que nous souhaitons aussi, puisque demain nous changeons d'année. Nous serons le premier Vendémiaire en 234. Bon anniversaire, la chute de la monarchie. Mathilde Larère, merci pour ce cours magistral. Merci Mathilde. Mais de rien. Et je voudrais un peu rembobiner, puisque tu as bien compris que la thématique de l'émission c'est la bouffe, je voudrais un petit peu rembobiner avant 1789. Et il me semble qu'il y a une histoire de famine qui conduit les gens à être un petit peu vénères. Est-ce que ça a joué un rôle? C'est essentiel? C'est essentiel c'est une des causes importantes de la Révolution française, effectivement, suite à des problèmes climatiques. La vraie difficulté à ce moment-là, c'est les problèmes climatiques. Il y a eu une série d'orages, les récoltes ont été complètement détruites. Depuis 1788, il manque énormément de nourriture. Et juillet 89, c'est un moment, ce qu'on appelle de soudure. Donc on a fini toutes les réserves de l'année d'avant, on n'a pas encore récolté les nouvelles, on n'a pas fait les moissons, et c'est dans ce contexte que le 14 juillet a lieu. Et juste après, le 5 octobre 1789, si des femmes s'assemblent devant la place de Grève, et c'est des femmes parce que les femmes ont toujours été hyper présentes dans les affaires de bouffe, c'est d'ailleurs pas étonnant que ce soit toi une femme qui soit à la tête de ça, les femmes sont toujours motrices dans les histoires de nourriture, et enfin, je veux dire, depuis le Moyen-Âge, toujours. Enfin, c'est vraiment quelque chose de constant. Et si elle se porte devant l'hôtel de ville et elle réclame du pain, c'est le moment où le prix du pain est le plus haut à Paris de toute la période. Et elles vont partir à Versailles pour aller chercher du pain. À un moment où, à Versailles, le roi a fait un énorme... Vous voyez un peu les gueuletons du Sénat où ils sont tous à bouffer? Ben voilà. On voit bien. Ça, mais c'est là le fameux la brioche, etc. Non, c'est apocryphe, ça. Non, c'est là, c'est apocryphe. Ouais, c'est à ce moment-là. Et donc... elles arrivent sur la place et non seulement elles vont rentrer à Paris avec des charrettes de pain. Ah oui, parce que du pain, il y en avait. C'était une disette, ce qu'on appelle une disette factice. C'est des accapareurs qui récupèrent le grain pour pas le vendre et pour pouvoir le vendre plus cher. Il y a des échos, hein. Chacun dans sa tête se fait ce petit. Ah non, mais les échos, c'est dingue. Je veux dire, l'autre truc, la cause, c'est la dette. Hein. Et c'est les privilégiés qui veulent pas payer la dette. Ah ben non, parce que vraiment, sinon on va partir. Voilà. Non, mais c'est la même. Hein. Et spoiler, ils sont partis. Ouais, mais on les a un peu poussés dehors, quoi. Il y a un certain nombre d'aristocrates qui se sont barrés. Ils sont revenus. Hein. En fait, ce qui est dingue, c'est que la plupart ont laissé leurs femmes pour qu'elles s'occupent de leur terre, mais leurs terres ensuite leur ont été prises lors de la nationalisation des biens des immigrés. Les émigrés, c'est eux, c'est comme ça qu'on les appelait. Et après, ils ont réussi plus ou moins à les récupérer. Par contre, ils n'ont jamais récupéré leurs privilèges. Mais la question de la faim, elle est essentielle. Mais oui, évidemment, bien sûr aujourd'hui, mais c'est toujours été un enjeu politique. Là, je t'ai entendu dire, Karine, dans un podcast, qu'on aurait de quoi largement nourrir toute l'humanité. Et pourtant, c'est un contre-discours qu'on entend, le fait de dire, non, il y a trop d'êtres humains sur Terre, donc clairement, il faut faire des choix, quoi. Démerdez-vous. Chacun pour soi, et Dieu, qui n'existe pas, je le rappelle, pour tous. Donc c'est chacun pour soi, surtout pour la petite minorité qui, encore une fois, tire profit. Enfin, quand on regarde à l'échelle mondiale toutes les phases de la production alimentaire, que ce soit sur le contrôle des terres, sur le contrôle des semences, sur le contrôle du marché des céréales, on l'a dit, sur le contrôle du marché, même en France, de la grande distribution, c'est à chaque fois 5-6 entreprises qui se partagent 60 à 80% du marché. Donc eux, ils veulent pas que ça change. En revanche, bien sûr que... Donc là, on peut dire, il y a moyen on peut nourrir tout le monde, et surtout, on peut nourrir tout le monde, même avec de l'agroécologie. C'est pas moi qui le dis, je le cite d'ailleurs, enfin, j'ai fini par mettre tout ça dans un bouquin qui s'appelle Les dangers de l'alimentation, pour vous redonner l'info pour se battre. Je reverse les droits à l'association. Mais il y a toutes ces références-là, et notamment parce qu'ils mentent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement en place, et notamment la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, et la FNSEA, le syndicat majoritaire, et tous ceux qui défendent les pesticides, ils mentent en prétendant qu'il faudrait, pour la souveraineté alimentaire,
continuer surtout à s'enfermer encore plus dans un système agricole aujourd'hui qui est dépendant des pesticides et engrais de synthèse. Or, la définition de la souveraineté alimentaire, la vraie des Nations Unies, c'est le droit des peuples à choisir ce qu'ils mangent et comment ils le produisent. Autant vous dire que c'est la démocratie alimentaire qu'on veut mais dont on est loin. Et deuxième mensonge, on importe la majorité des pesticides de synthèse et engrais de synthèse. Donc la souveraineté, même s'ils parlent d'autonomie, elle est où ? Donc en fait, ils sont prêts même à mentir pour maintenir un système qui, encore une fois, a un effet désastreux sur la santé humaine, sur les droits des populations. Et moi, je le dis parce que j'ai pas envie que ça se passe de façon non violente. Moi, enfin, de façon violente, pardon. C'est un excellent lapsus. Moi non plus. On va isoler cette séquence. Bon, okay, auto-promo, il y a un passage sur la violence et la non-violence dans mon bouquin aussi. Mais du coup, c'est le contraire. J'ai pas envie que ça se passe dans la violence. Moi, je prône la non-violence. Mais c'est d'une violence d'avoir une injonction sur les gens, de leur dire mangez 5 fruits et légumes par jour, alors qu'on ne leur permet pas de le faire. C'est d'une violence de dire aux gens, en fait, vous allez acheter dans les supermarchés, mais on va réduire votre pouvoir d'achat et on vous donne des produits qui sont soi-disant bon marché, mais qui ont un surcoût, même économiquement. Les coûts cachés de ce système, la FAO, elle a estimé que ce système agroalimentaire là, qui en plus crée des maladies, etc., les coûts cachés induits, c'est 160 milliards d'euros, dont 3/4 sur la santé publique. C'est-à-dire que même économiquement, il y a une petite poignée qui gagne beaucoup d'argent, et après c'est la société qui paye humainement et économiquement. Il n'y a rien qui est acceptable. Et en fait, on n'est pas obligé d'accepter l'inacceptable, et c'est ça qu'on dit de façon non violente. La violence, c'est eux. Merci de le rappeler, Karine. Reste avec nous. Et merci beaucoup, merci Mathilde Larère qui est avec nous. Tu peux rester également. On va continuer à parler malbouffe et ça tombe bien, il y a certainement de la propagande pour ça dans ce qui suit. C'est la pub. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, notre invitée Karine Jacquemart, la directrice générale de l'ONG Foodwatch, Mathilde Larère est restée avec nous. Et on va continuer à parler nourriture, bouffe, tout ce qu'on se met dans la panse. Et on va continuer avec celui qui se nourrit de l'actualité et qui l'éructe avec brio chaque semaine à l'antenne, Pierre-Emmanuel Barré. Merci, mais c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est tous les gens qui en ce moment se mobilisent contre la politique d'Emmanuel Macron. Je voudrais, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le MEDEF. Ah si, si quand même. Les grands patrons là, ils sont en colère là. Patrick Martin, président du MEDEF, 389e fortune de France, il a dit si les impôts augmentent, il y aura une grande mobilisation patronale. Après il a dit bon, ce sera pas une manifestation, hein, ce sera plutôt comme une grande réunion quoi, c'est un dimanche quoi. Une cousinade, quoi. Voilà. Si les impôts augmentent, on fait une cousinade. Moi, j'adore les cousinades, c'est super. C'est la grande bourgeoisie qui se retrouve après la messe sur la pelouse du château de famille. Et au dessert, il y a le curé qui les rejoint et c'est toujours plein d'émotions. Parce que c'est quand même lui qui a marié entre eux la moitié des cousins et dépucelé l'autre moitié. Et ça, forcément, ça crée des liens. Ils ont des valeurs, le MEDEF, la famille, le travail, la patrie. Après, pas forcément dans cet ordre-là. C'est pour ça qu'ils s'entendent de mieux en mieux avec le RN. Hein, les patrons et les fachos, là, c'est AESD, amour éternel sans divorce. On ne sait pas ce qui les dérange le plus dans la taxe Zuckman. Est-ce que c'est la taxe? Est-ce que c'est Zuckman? Après... je comprends qu'on les admire, les capitaines d'industrie comme Patrick Martin, c'est des modèles de travail et de réussite. Patrick, il s'est fait tout seul, grâce à sa société, fondée en 1829. 1829 bizarre ça, il aurait 200 ans, Patrick Martin? Non, soit il a une très bonne crème de jour, soit il a récupéré l'entreprise familiale, ce gros assisté là. Ah, putain, je peux plus les blairer, moi. Les chefs d'entreprise, ils passent leur temps à se plaindre alors que le système entier est conçu pour leur faire gagner du fric. Exonération de cotisations sociales, subventions, taux réduit de TVA, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, crédit d'impôt famille, garantie de prêts, fonds régionaux, fonds nationaux, fonds européens. Les patrons, ils ont plus d'aide que Philippe Croizon, quoi. Patrick Martin, quand il est constipé, t'as Macron qui vient lui masser son petit bidon. Il est là... Ça va aller, monsieur Martin, vous allez voir. Ça va bien descendre comme ça. Voilà, ça vient, ça vient. Ne vous inquiétez pas pour le tapis. Le Premier ministre a mis ses mains en coupelle, comme d'habitude. Hein? Attention, Sébastien. Attention. Hop.
Panier. Eh ben, ce sera banana split à Matignon ce midi. Non mais pourquoi on les aide comme ça, les chefs d'entreprise? Ça ne sert à rien, les patrons. Même le mien. Même le mien, Mathieu Pigasse, il est super sympa. En vrai, il est adorable, il vient nous faire un petit coucou de temps en temps. Il veut bien payer plus d'impôts, il met des t-shirts mal taillés pour ressembler à ses salariés. Mais il ne sert à rien. À rien, c'est pas lui qui branche les consoles, qui installe les micros, qui lance les musiques. Et sauf erreur de ma part, c'est pas lui non plus qui nettoie les studios à 5h du mat. Ou alors il est grand temps que quelqu'un lui dise que les blackface, c'est moyennement tendance. Hein? C'est pour ça. C'est pour ça que Patrick Martin et les autres consanguins du MEDEF, ils font des meetings et pas des manifs. Ils savent rien faire tout seuls. Patrick, pourquoi tu brandis une nappe comme ça? C'est pas une nappe, c'est une banderole. Mais vu que ma secrétaire travaille pas le dimanche, j'ai rien pu écrire dessus. Les patrons, ça ne sert à rien, là. Faut arrêter avec les gros mythos du capitalisme, repris en boucle par les ministres et les journalistes comme une petite chorale de suceurs de cul, là. Ce sont les patrons qui créent la richesse. Non, ce sont les travailleurs qui créent la richesse. Les patrons, ils la volent. Ok, Lénine. Et les patrons, ils créent pas des emplois, peut-être? Non, ils ne créent pas d'emplois. Ils ont besoin des employés pour produire et ils les sous-payent pour se verser des dividendes. Peut-être, mais c'est quand même eux qui prennent des risques. Mais niquez-vous! Un couvreur, ça prend des risques. Un égoutier, ça prend des risques. Un manutentionnaire, ça prend des risques. Patrick, le seul risque qu'il prend, c'est de se fouler l'index en doigtant sa cousine. Ça sent comme maman. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, son analyse, toujours très pointue. On te retrouve en tournée partout en France, au Bataclan, tout à fait, au printemps. Merci Guillaume. Merci beaucoup pour cette analyse économique. C'est parti. Arrêtez de rire. Émeric Lompré est toujours pas vraiment parmi nous, mais il nous observe. Mais non. À la... Nous sommes toujours avec Karine Jacquemart, la directrice générale de l'ONG Foodwatch. Et puisque Pierre-Emmanuel parlait de manifestations et de grèves, il y a une grève qui a annoncé des agriculteurs contre le Mercosur. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce merdier? Je peux. S'il te plaît. Je peux aussi vous expliquer les doubles discours qui vont avec. Donc le Mercosur, c'est l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, donc Brésil, Paraguay, Uruguay. Et du coup, ça fait 25 ans que ce truc est discuté. Ça fait surtout 25 ans que les sociétés civiles et de ces pays-là et côté européen le dénoncent, puisqu'il y a plein de problèmes liés à ces accords de commerce, y compris le fait qu'on importe déjà, mais qu'on va augmenter de beaucoup les quotas de produits agricoles et alimentaires produits dans les pays d'Amérique latine qui ne respectent pas les mêmes normes que celles produites en Europe. Donc autant les pesticides que la viande, le bétail. Ce qui est beau, c'est que ça s'appelle, nous on l'appelle l'accord bétail contre voiture. Parce que c'est fait sympa pour qu'on puisse exporter plus de voitures là-bas, et donc notamment les Allemands sont à fond derrière. Mais on avait... Mais alors, attends, pourquoi les sociétés civiles dans les pays susmentionnés, eux, ils veulent pas? Parce que ça, en fait, ça aggrave aussi un système d'agro-industrie intensif qui déforeste, sur lequel il y a des problèmes de droits sociaux là-bas. Et en fait, ça ne fait qu'augmenter, encore une fois, les intérêts de ceux qui sont sur une économie d'exportation, pas du tout pour produire, du coup, les aliments qu'on va manger. Et surtout, en fait, on entend quoi? On entend que la loi du plomb, on a voulu nous la faire passer par la fenêtre pour réautoriser des pesticides, en l'occurrence des néonicotinoïdes, dont l'acétamipride. Pourquoi? Parce que, nous dit-on, il y a une distorsion de règles qui sont utilisées en France et à l'étranger. C'est vrai. Mais du coup, on ne peut pas dire d'un côté « Attention, on va vraiment réautoriser ces pesticides parce qu'on ne peut pas faire autrement », alors qu'en plus, il y a des alternatives. Mais en même temps, on va laisser passer l'accord Mercosur et la France va l'accepter. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, bien évidemment qu'il faut que les règles soient plus protectrices pour la santé et l'environnement, en France, dans toute l'Europe et ailleurs. Mais se servir de ce prétexte pour dire on va harmoniser par le bas avec la loi du plomb, tout en laissant rentrer plus d'importations de produits qui subissent du coup des pesticides. Il y a au moins 40 pesticides au Brésil qui sont encore utilisés alors qu'ils sont interdits d'utilisation en Europe. Il y a aussi des antibiotiques activateurs de croissance qui sont utilisés là-bas alors qu'ils sont interdits en Europe. Et après, ils reviennent en plus dans les produits alimentaires sous forme de résidus. D'accord ? Donc en fait, il n'y a rien qui va.
On ne comprend pas pourquoi Emmanuel Macron s'était engagé publiquement à plusieurs reprises à stopper l'accord UE-Mercosur en renégociant au niveau européen. Il aurait menti, Emmanuel Macron? Ça m'étonnerait. Et là, on vient d'apprendre que, du coup, ça y est, les commissaires européens viennent de décider que, en fait, on va considérer cet accord comme un accord commercial. Ça veut dire qu'on va le faire valider par les États membres, par le Conseil de l'Union européenne à la fin de l'année. Donc autant vous dire que les parlements nationaux ne sont pas consultés, et ensuite par le Parlement européen. Donc on peut encore le bloquer. C'est pour ça que là aussi on a une pétition. Là aussi on a un collectif. Qui s'appelle le collectif Stop Mercosur. On a une pétition sur le site internet de Foodwatch, et on va continuer en fait, donc y compris avec les alliés européens, à le bloquer. Est-ce que dans cette action Stop Mercosur, est-ce qu'il y a des paysans, des agriculteurs européens qui sont avec vous? En fait, tous les agriculteurs. C'est ça, c'est que en fait tous les agriculteurs européens, alors pour le coup même la FNSEA, les gros majoritaires sont plutôt contre, en tout cas ceux qui n'ont pas un intérêt commercial aux exportations de cet accord. Maintenant, moi ce que je veux dire, c'est que comme je vous le dis depuis le début, on va continuer à dénoncer, en fait, à faire aussi la guerre culturelle, de dénoncer et d'exposer ces mensonges et ces doubles discours. Il faut harmoniser par le haut, pas par le bas. Mais surtout, à travers ça, moi, ce que je vous propose, c'est que on réconcilie. Donc, bien sûr qu'on peut avoir une agriculture tirée par le haut, sans que ce soit en ayant ce Mercosur. Et surtout, bien sûr, qu'on peut, si on le veut, travailler à une transition agricole et alimentaire qui permette de réconcilier une production agricole économe, durable, résiliente et qui respecte l'environnement et la santé, et des consommateurs, consommatrices qui auraient accès, toutes et tous, enfin, à ce droit d'une alimentation saine. Ce qu'il faut, c'est remettre de l'ordre. Ce qu'il faut, c'est remettre de l'ordre au milieu de la chaîne. Il faut surtout avoir une vision de où est-ce qu'on veut atterrir et de comment on fait cette transition. Mais il faut surtout pas plier face au lobby, parce que il faut pas plier face au lobby. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les décideurs politiques en place, mais c'est pas une fatalité, on peut aussi en changer. Et les lobbies, voilà, c'est plutôt ce qu'on proposait. Et les lobbies, en fait, on peut totalement décider autre chose. Ouais. Cette équation, elle est totalement possible. Il y a des chercheurs qui y travaillent. Il y a plein d'alternatives, en fait. Encore faut-il avoir l'espace et la vision politique, et qu'on arrête de nous confisquer cet espace où on construit l'avenir plutôt que de nous enfermer dans le système actuel qui nous envoie dans le mur. Karine Jacquemart, 2027, la campagne est lancée. Merci Karine. Et merci pour tout le travail de Foodwatch, dont elle est la porte-parole, mais il y a toute une équipe. Merci pour le boulot. La nourriture, c'est aussi la nourriture intellectuelle, culturelle. Je suis champion d'Europe de transition. C'est pas un hasard, on n'arrive pas là par hasard. Et donc je reprends. Ébric Lompré est toujours un peu avec nous. Ça, c'est le boulot de qui? C'est le boulot de Juliette Arnaud. C'est que nous fait chialer, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fait chialer, tonton. Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai envie de vous parler d'une femme qui s'appelle Melanie Sanders, qui m'a fait rire tout l'été sur Instagram. C'est une femme noire américaine qui a fondé un club dont les membres sont les suivantes: les femmes en périménopause, les femmes en ménopause et les femmes en post-ménopause. Le club s'appelle le We Do Not Care Club. Care comme prendre soin, vous savez, cette activité totalement monopolisée par les femmes. Et Do Not Care comme on ne prend plus soin. On s'en fout, on s'en bat les couettes, collectivement, d'où le club. Et à chacune de ces apparitions, Melanie Sanders, elle est en pyjama, elle rature au feutre fluo toutes les nouvelles notifications adressées au monde. Par exemple, on s'en fout de porter un legging et un t-shirt naze. On est habillé comme ça aujourd'hui. Et potentiellement demain également. On s'en fout si vous avez faim. La cuisine n'est pas fermée à clé. Et ma préférée, on s'en fout que notre cellulite est de la cellulite. Dieu sait ce qu'il fait. Il me semble que Mariah Pacôme devait être membre fondatrice du We Do Not Care Club, grâce à une tirade dans le film de Colin Serrault, La Crise, de 1992, dans laquelle la comédienne incarnait un personnage âgé d'une 60aine d'années à l'époque et qui répondait à son fils d'une 40aine d'années et qui geignait à propos de ses malheurs conjugaux et professionnels. Elle faisait comme ça. Alors écoute, tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot,
des problèmes avec ta femme, des problèmes de fric, des problèmes en général et en particulier, moi ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. Une femme et une mère qui entrait en grève du Caire en l'exprimant calmement et frontalement. En grève, je dis, elle est folle, elle. Mais je commets un abus de langage. Le travail du Caire n'est pas payé au sein des familles et payé excessivement mal dans le public. Bisous les assistantes maternelles, les aides à domicile, les femmes de ménage, les infirmières ainsi que les professeurs des écoles, des collèges et des lycées. Ouais. Le truc, pour être honnête, c'est que Maria Pacôme, dans le film, elle a les moyens économiques et psychiques de se lever et de se casser. Qu'en est-il des autres? Qu'en est-il, par exemple, d'Etty, personnage d'un roman de 2021 d'un écrivain noir américain qui s'appelle James McBride. Le bouquin s'appelle Deacon King Kong. Et Etty, c'est une femme noire d'âge milieu de vie plus. C'est un personnage secondaire dans le roman, c'est même un personnage fantôme. Une nuit d'hiver, Etty, à Brooklyn, en 1969, se lève, sort de chez elle, va jusqu'aux eaux sombres du port, saute et se noie, laissant au bon soin de son ivrogne patenté de mari leur fils aveugle. Moi, je crois que c'est sa manière à elle de déclarer qu'elle s'en fout désormais. Même de sa famille à qui elle a sacrifié son énergie, son temps et ses forces. Etty, elle s'en fout de la Statue de la Liberté qui lui rappelle que New York, et je cite, est une machine qui a broyé les aspirations des pauvres bien plus impitoyablement que n'importe quelle égreneuse de coton dans le Sud. Noyée, morte, Etty hante Sportcoat, son veuf. Et il continue de s'engueuler, même en public, faisant de Sportcoat le frappadingue du coin. Et au bout d'un moment, il en peut plus et il la supplie. Il fait « Ouais, mais laisse-moi tranquille maintenant !» Mais si Etty, le fantôme, traîne encore dans ce monde, ou du moins dans la psyché de son mari, c'est qu'elle doit encore care. Ça finit jamais, cette affaire. Alors, elle lui dit, le fantôme dit au veuf, pour me laisser partir, il faut que tu sois bien toi dans ta tête. Et en arrivant à cette phrase du roman, que je vous recommande chaudement par ailleurs, j'ai quand même un peu grincé des dents et j'ai parlé à James dans ma tête. Dis James, mon cher James, jamais on lui fout la paix à Etty. De sorte que, sur ma tombe sera précisé, elle a échoué à devenir un fantôme, circuler les vivants. Juliette Arnaud. Merci Juliette. On retrouve en podcast, en vidéo, qu'on retrouve en vrai de vrai. Venez nous voir à l'Européen, place de Clichy à Paris. L'ouverture de la billetterie pour le mois d'octobre aura lieu mardi à 18h. Soyez sur le coup, mardi à 18h, rendez-vous sur le site de Radio Nova. Et puisqu'on en est à faire de la promo pour nous-mêmes, on va faire de la promo pour notre invité. Karine Jacquemart, tu as sorti un livre, tu en as un petit peu parlé. Parce que évidemment, là, on traite des sujets, on traite de beaucoup de sujets, on a malheureusement assez peu de temps. Et tu as sorti un livre en mars qui s'appelle Les dangers de notre alimentation, aux éditions Payot, sur lequel tu reviens en profondeur sur toutes ces thématiques. Et je crois que tu reverses tout le pognon à ta propre ONG, c'est ça? Ouais, je reverse tout à Foodwatch et surtout le sous-titre, c'est le combat pour l'égalité commence dans notre assiette. Et ce que je veux, c'est donner l'information sur le décryptage des lobbies, de plein d'expériences. Mais comme je l'ai dit beaucoup, et je le pense sincèrement, c'est redonner de l'espoir. Donc il y a des exemples de comment on peut se mobiliser aussi. Et j'espère que ça vous inspirera parce qu'on a besoin d'être toutes et tous en contre-pouvoir là. Des exemples non violents et des exemples violents. Est-ce qu'il y a de la violence? Des exemples non violents. Mais est-ce qu'on vient en consommateur ou est-ce qu'on vient en tant que citoyen? Non, mais on est citoyen et citoyenne avant d'être quoi que ce soit, et il est hors de question d'accepter ce système qui veut nous réduire à être des consommateurs individualistes et consommatrices d'ailleurs. Donc non, on est des citoyens, citoyennes, et c'est bien tous les droits fondamentaux. L'alimentation, en fait, c'est aussi un cheval de Troie pour parler du reste, parce que toutes les discriminations qu'on voit à travers l'expertise que j'apporte là sur l'alimentation, tous les exemples aussi de privilèges et de discrimination, toute cette violence aussi que je décrivais, c'est malheureusement le reflet de la violence et des discriminations dans toute notre société. Donc tout est lié et on a aussi un enjeu à le décrypter, à le dénoncer et à faire en sorte qu'ensemble, justement, on ne fait pas ça et on n'a pas d'angle mort, on se déconstruit. Et je suis déconstruit à mort. Petit clin d'œil pas à plus Pierre déconstruit Emmanuel. que moi. C'est incroyable, vous n'écoutez rien depuis le début. Ça y est, on l'a vexé. Et du coup, on fait avancer les choses vers une vision d'une société plus solidaire, plus résiliente, ensemble. Merci Karine. Donc les dangers de notre alimentation aux éditions Payot. Allez y jeter un œil, c'est de la publicité pour ce qu'on aime, la publicité pour ce qu'on n'aime pas. C'est encore une maintenant. Encore une pub.
Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, la DG de Foodwatch, Karine Jacquemart. Et il est l'heure de notre séquence, l'invité de l'invité. C'est notre invité donc qui choisit de nous présenter aujourd'hui, Pauline Scherrer. Bienvenue Pauline. Bienvenue parmi nous. Tu es sociologue et avec toi, on va parler des alternatives pour mieux manger, parce que c'est vraiment la thématique de l'émission. Et comment on peut faire pour mieux manger sans tomber dans le côté bio, bobo et tous les reproches qu'on peut faire à toute cette mouvance, mais en incluant les difficultés des gens des quartiers populaires, et notamment avec une initiative qui s'appelle la Caisse alimentaire commune de Montpellier. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Oui, bonsoir. Donc effectivement, moi je travaille donc à Montpellier sur une expérience qui s'appelle la Caisse alimentaire commune et qui est en fait inspirée d'une idée politique qui a émergé il y a quelques années maintenant, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la sécurité sociale de l'alimentation. Ah ouais, alors ça c'est intéressant. Ouais. Voilà, donc vous connaissez la Sécu, vous connaissez la carte vitale, normalement vous l'avez. Il y a un collectif qui s'est monté et qui défend l'idée qu'on devrait ajouter aujourd'hui une branche à la Sécu, la branche alimentation, pour justement garantir à chacun, chacune un accès chaque mois à une alimentation digne, de qualité et choisie. Comment ça pourrait marcher alors ? Comment ça fonctionne déjà ? Comment c'est expérimenté ? Alors, nous, on l'expérimente à petite échelle, avec à peu près 400 foyers de Montpellier. Et en gros, l'idée, c'est un peu comme les grands principes de la Sécu. Chacun cotise en fonction de ses moyens, mais finalement, tout le monde reçoit la même chose. Et ce qui est au cœur de ce projet de SSA, je vais dire, pour Sécurité sociale de l'alimentation, c'est comment aujourd'hui on fait de l'alimentation un sujet démocratique. Donc, démocratie n'est pas très à la mode, mais justement, ce qu'on essaye de montrer, c'est que à travers un sujet comme l'alimentation, il y a un intérêt, il y a un engouement, il y a un enthousiasme des gens autour de ce sujet-là. Et on voit apparaître, donc à Montpellier, je pourrais rentrer dans le détail après, mais on voit apparaître finalement dans toute la France des initiatives autour de cette idée-là, qui foisonnent quand même particulièrement depuis 2-3 ans, et qui justement touchent des personnes qui vont être issues de milieux, de quartiers, qui ont des profils, on va dire, socio-économiques très différents, ce qui nous change effectivement un peu des alternatives habituelles où on retrouvait un peu toujours le même type, on va dire, de personnes. Nous, quoi. Donc là, en gros, dans les 400 foyers à Montpellier, il y a à la fois des gens qui sont très assurés économiquement et qui vont donner donc plus pour que d'autres... Voilà, c'est vraiment un système de redistribution et le projet de sécu de l'alimentation. Ils vont manger la même chose. Ils vont faire des achats. En tout cas, ils vont faire des achats dans les mêmes lieux. Puisque une fois que j'ai cotisé à la caisse, je reçois un certain montant, tout le monde le même. Alors maintenant, ça dépend de la composition familiale. Si je suis tout seul ou si j'ai 3 enfants, etc., c'est pas la même chose. Et ensuite, je vais aller pouvoir faire des courses dans ce qu'on appelle un circuit conventionné. Donc vous retrouvez le terme de conventionnement qu'on a aussi pour la sécu. Ça veut dire que les lieux où je peux aller faire des courses, ils ont été choisis de manière collective, de manière démocratique, par un comité citoyen de l'alimentation qui a été monté à Montpellier et qui se réunit tous les mois pour décider finalement qu'est-ce que c'est une bonne alimentation. Et la définition de la bonne alimentation, elle vient pas de quelqu'un d'extérieur, elle vient pas d'en haut, elle n'est pas dite sous forme d'éducation ou d'injonction, elle est, en gros, nous on est là, on a une expérience de vie, on a des savoirs, on va croiser nos savoirs avec d'autres personnes, parce que c'est aussi un lieu d'apprentissage, d'éducation populaire, comme on dit, et on va ensemble faire des choix. Et en gros, l'hypothèse qu'il y a derrière, c'est de dire si on donne du pouvoir aux gens, si on leur permet de comprendre finalement ce fameux système si complexe, qui est peut-être pas si difficile à comprendre, ils vont faire des choix qui vont plutôt aller dans le sens d'une alimentation favorable à la santé, à l'environnement. Donc ils choisissent eux-mêmes leurs produits collectivement. Ils choisissent les lieux qui vont être conventionnés. Les lieux, d'accord. Et on va pouvoir aller dépenser cette fameuse mona, puisque ça s'appelle la monnaie alimentaire. Et c'est ça qui est important, je pense, à retenir dans l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. Et dans d'autres projets que vous pouvez voir dans vos territoires, certainement, des cantines solidaires, des groupements d'achat citoyens, c'est vraiment retrouver du pouvoir sur la manière dont on souhaite se nourrir et donc la manière dont on veut que notre alimentation soit produite. Ça a été très bien dit avant, aujourd'hui, on n'est pas décisionnaire sur la manière dont on mange. Et pourtant, est-ce qu'on peut considérer que la question de l'alimentation est anecdotique ? Non. L'alimentation, c'est ce qui nous constitue individuellement, collectivement, culturellement, familialement, etc. C'est vraiment une partie de notre identité qui est très importante. Et donc, c'est redonner aussi toute sa place à l'alimentation dans notre société, dans le contrat social global. Et vous l'avez dit aussi, on n'a pas de problème de production d'aliments. On a un problème d'organisation politique de l'alimentation qui fait qu'aujourd'hui, 16% de la population en France n'a pas assez à manger. Et toi, tu es sociologue et
termes de mixité sociale, on a l'impression que ce genre de projet nécessite du temps, de la délibération, et puis même du temps mental. J'imagine que, je sais pas, qu'on a un métier précaire, on a autre chose à penser. Est-ce que toi, tu travailles là-dessus sur le... Oui, et j'ai envie de dire, c'est aussi c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que oui, il y a des freins, comme on dit, à la participation. Quand on a des conditions de vie qui ne nous permettent pas de dégager un temps infini, et en même temps, c'est aussi une représentation qu'on a que des personnes plus précaires n'auraient pas cette capacité de s'investir, de s'engager, de participer. Et ce que montrent ces initiatives, notamment celle de Montpellier, mais pas que, il y en a plein d'autres, c'est qu'en fait, si on crée des conditions favorables à cette participation, je sais pas, par exemple, une garde d'enfants pendant le comité citoyen, des horaires adaptés, etc., on a toute une partie de la population, y compris issus de quartiers populaires, y compris qui peuvent avoir des difficultés économiques, qui ont cet intérêt. C'est aussi important, comme on dit souvent, de pas essentialiser entre guillemets les personnes précaires. Il y a une diversité de gens qui se retrouvent en précarité, et bien malheureusement aujourd'hui, des profils complètement différents. Et en fait, peut-être aussi à noter que cette question de l'alimentation, elle fait un peu commun, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle nous touche finalement tous et toutes. C'est quelque chose qui nous concerne et autour duquel on peut tisser comme ça cette envie de s'engager, de s'investir, d'aller vers du collectif. Voilà, en tout cas, c'est un levier d'implication qui nous semble aujourd'hui assez fort. Est-ce qu'il y a une idée aussi de faire de la cuisine en commun dans certains lieux? Oui, en fait, derrière cette idée de sécu, il y a donc ce système de caisse. Donc, je cotise, je reçois. Donc, avec cette idée d'un choix démocratique qui serait fait autour de comment on veut manger. Mais c'est aussi plein d'autres installations, on pourrait dire, comme des cantines populaires, des restos solidaires, des groupements d'achat, que je disais, des épiceries associatives. En fait, c'est toute une série d'actions qui pourraient composer dans les territoires cette idée qu'on va essayer de garantir ce droit à l'alimentation. Enfin, un truc qui paraît complètement oui, ça paraît basique, mais logique. Quoi. Et il faut bien se dire que quand on est en situation de précarité, ce qui définit cette précarité, c'est l'incertitude. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas comment on va pouvoir se nourrir à la fin du mois, etc. Et là, ce qu'on est en train de proposer, c'est de dire on va garantir tout simplement à chacune de pouvoir se nourrir. C'est ce qui paraît être quelque chose d'assez... Voilà. C'est ça. Merci pour ça. Comment on peut t'aider? On peut se renseigner. Donc toi, tu es à Montpellier. Tu mérites ces applaudissements. Tu es à Montpellier, donc tu t'as dit que c'est essaimé un peu dans plusieurs villes de France. On est sur une expérimentation Montpellier, ça s'appelle la Caisse alimentaire commune. Donc ça, on peut aller se renseigner sur Internet. Voilà. Je vous conseille aussi le site du Collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation qui explique très bien ce projet politique à vocation universelle. L'idée, c'est pas un dispositif pour les plus pauvres, c'est vraiment un droit pour tous et toutes, avec un enjeu derrière de faire évoluer nos pratiques alimentaires et donc les systèmes qui vont avec. Donc la demande évolue, et que ça trouve une traduction politique aussi. Donc c'est vraiment cette idée qu'on doit changer le système dans son ensemble, pas juste lutter contre la précarité alimentaire. Donc ça, et effectivement, moi, j'avais envie, du coup, là, de lancer un peu un appel. Allons-y. Puisqu'il y a à peu près une centaine de groupes locaux qui ont émergé ces 2 dernières années autour de ces idées-là. C'est plus d'une trentaine d'expérimentations qui se lancent un peu partout, dans des petits villages, des petites villes, des grosses villes, des quartiers, etc. Donc regardez autour de vous si c'est un sujet qui vous interpelle. Il y a certainement quelque chose qui se passe vers chez vous. Et je pense qu'on est quand même sur une raison d'espérer et une capacité à pas se résigner à se faire bouffer comme ça a été très bien décrit tout à l'heure. Agissons. Donc regardez autour de vous. Mettons-nous en mouvement. Merci beaucoup. Merci Pauline. Pauline Scherrer, allez vous renseigner, Caisse alimentaire commune de Montpellier. Merci. Pauline, j'ai une question qui n'a rien à voir avec le reste. Qu'est-ce que tu voudrais écouter comme musique? Là maintenant. Là maintenant. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Si ça nous arrange si c'est Mano, par exemple, la tribu de Dana. C'est pas ce qui est prévu, Juliette? Bon. Non. Alors, il est fou, lui. C'est non, Nova, mais ça pas va. du tout. Mais justement, qu'est-ce que tu comprends pas dans Nova, en fait? Non, allez, non, c'est non, ça sera toujours non, parce que j'ai un caractère de chèvre. D'ailleurs, on va écouter quelqu'un qui a vraiment un caractère de chèvre. Enfin, lui, je pense que c'est carrément un caractériel. Mais ce titre, Just Don't Give a Fuck, j'en ai vraiment rien à foutre. Ça marche pas mal avec ma chronique susmentionnée. C'était Eminem sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Swan Périssé qui nous a rejoint pour sa chronique dans quelques minutes.
Nous sommes toujours avec notre invitée Karine Jacquemart de l'ONG Foodwatch. On parle de nourriture, on parle de combat démocratique, de bataille culturelle. Mais on n'a pas encore assez parlé de toi. Et c'est le moment de se rattraper avec le questionnaire de Juliette Arnaud. Et je t'ai demandé, Karine, quel livre t'était resté de l'enfance. Alors là, c'est une première. Tu m'as répondu, celui qui me reste de l'enfance, c'est celui que j'ai pas lu. Celui dans lequel je pouvais me reconnaître. Heureusement, les temps changent, comme disait Bob Dylan. Et il vient de sortir une BD qui s'appelle « Qui arrête les colombes en plein vol ?» à 2 ras du sol. Une femme avec une femme, ça c'est la chanson de Mécano en 1990. Donc là c'est une BD signée Séverine Thalès. Est-ce que déjà la chanson de Mécano, elle a compté pour toi ? Elle a compté énormément parce qu'en fait, je disais, il faut lutter contre toutes les discriminations. Celle que moi j'ai prise de plein fouet, c'est d'être lesbienne depuis toute jeune, mais sans le savoir. Parce qu'en fait, ce que je découvre avec une BD comme celle-là, c'est que, il n'y avait pas de référence en fait. Et donc j'ai construit toute seule par opposition au modèle qu'on voyait à la télé, dans les pubs, à la radio. Et en fait, sans savoir que ça existait. Et dans un contexte où en plus on a cette directrice d'école. Je veux pas écorcher Caroline Grandjean. Ouais, merci. Je voulais pas écorcher Caroline Grandjean, qui s'est suicidée là récemment parce qu'il y a eu une injure de sale gouine dans l'école que manifestement l'institution n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. Enfin, où on est quoi. Donc moi, je veux être aujourd'hui. C'est saisir aujourd'hui le micro pour dire à toutes les jeunes filles, les jeunes femmes qui sont je sais pas où en France, qui se disent il n'y a pas de référence, on est là, t'es pas toute seule et merci à cette BD. Et il y a même donc une BD qui devrait s'écouter en écoutant Mécano en même temps. Je pense que c'est une bonne idée. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne. Et Cyrano de Bergerac, Rostand, 1897, tu m'as précisé, central dans ma construction. C'était un compagnon d'adolescence. Qu'est-ce qu'il y a ? Vraiment, je me suis posé la question. Selon toi, qu'est-ce qu'il y a de très adolescent chez Cyrano de Bergerac ? Quand je dis dans ma construction, c'est parce qu'il est différent. Ouais. Donc ça fait écho aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que j'avais aussi une certaine différence dans une hypersensibilité peut-être aux injustices. Je dis pas que les autres sont pas sensibles, mais je crois que voilà, je l'étais à un point peut-être un peu particulier. Il est différent. Il veut rester indépendant. Il a ce panache de vouloir défendre l'intérêt général coûte que coûte et de ne pas tomber dans des pièges de jamais être corrompu et de jamais lâcher ça quoi. Et cette force-là, je ne sais pas si c'est lui qui me l'a transmise ou si je me suis reconnue en lui parce qu'elle m'habitait, mais jamais je lâcherai la défense de l'intérêt général à aucun prix, en fait. Même pas quand Nestlé me propose de l'argent, n'est-ce pas ? donc voilà, il y a ce truc chevillé au corps. Et puis il y a les poèmes. Enfin, moi j'adore les alexandrins. J'ai écrit beaucoup de poèmes quand j'étais plus jeune. En alexandrin ? En alexandrin. Ouais. En alexandrin, ouais. Et voilà, il y a une période de ma vie où je pouvais passer des soirées entières à parler en alexandrin. On aurait dû faire toute l'émission en alexandrin. Tu nous le dis, c'est bientôt fini. J'ai failli. Non, justement, j'ai voulu éviter ça, mais à un moment donné, je me suis dit, on se fait tellement pas entendre sur les nitrites, sur la loi du plomb, je vais faire une tribune en alexandrin. Et puis après, on m'a dit, non, c'est une mauvaise idée. Mais voilà, je trouve ça beau. Je trouve que c'est une façon aussi d'embarquer, de communiquer. C'est poétique. On a besoin de ça. On a besoin de choses un peu romanesques qui nous... Je parlais de donner de l'espoir, mais on a aussi besoin d'être emportés par des histoires, par des personnages. Soyons-le collectivement, en fait. Soyons toutes et tous un peu Cyrano. Voilà, allez, on relit Cyrano. Et je t'ai demandé enfin quel livre te faisait rire. Et j'étais fort contente parce que tu m'as cité Mafalda, petite fille dessinée par l'Argentin Quino de 1964 à 1973. Mafalda, c'est ma petite fille préférée au monde puisqu'elle n'est pas bien coiffée. Elle est hirsute et on la fait jamais taire avec des réponses toutes faites puisqu'elle a des questions illimitées et plus grave que ça, une compréhension politique des choses. Elle a une maman par exemple qui est mère au foyer et à qui elle dit assez régulièrement « Maman, qu'est-ce que tu aimerais faire si tu vivais ?» C'est une féministe engagée politique, enfin c'est incroyable. Et ce qui me fascine autant que ça m'inquiète, c'est à quel point c'est d'actualité. Ouais, c'est vrai que c'est inquiétant. Parce que du coup j'ai l'intégrale et là je regardais de nouveau quelques pages, je me disais wow, c'est très inquiétant, mais en même temps c'est tellement pertinent quoi. Et elle est drôle parce que du coup elle prend des pas de côté. Et ça aussi c'est pareil, on nous habitue tellement, enfin on nous assène plein d'infos, de contre-infos surtout tout le temps que je pense qu'on a oublié de faire ses pas de côté. Et Mafalda, pour moi, c'est ça, c'est l'intelligence critique de prendre un pas de côté et en plus de l'incarner chez une petite fille, c'est d'autant plus drôle, quoi. Donc, vraiment, je recommande la relecture ou la lecture de Mafalda à tout le monde.
Merci beaucoup Karine et merci Juliette. Oui, Juliette, je l'ai lu ce livre. Il est ouf. Et merci Eric Legret qui commente. On a l'impression que c'est une intelligence artificielle, c'est incroyable. C'est beau, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à Mafalda également d'exister. Il est 20h03 sur Radio Nova. Il est quasi l'heure de conclure cette émission, mais il est surtout l'heure d'accueillir la terreur des masculins climato-sceptiques. La kryptonite de la fachosphère, Swan Périssé. Petite fille est en train d'avoir lieu mardi et mercredi. Je joue mon spectacle pour la première fois de ma vie à l'Olympia. Alors il y a beaucoup de journalistes qui me demandent alors ça fait quoi de jouer à l'Olympia? Alors moi ça fait un mois que je suis sur tous les plateaux télé et je dis ouais c'est vrai que c'est un moment émouvant de la vie d'artiste. Alors honnêtement je vous le dis entre vous et moi, ça me donne la diarrhée. Voilà c'est ça. Quand tu signes un contrat pour réserver l'Olympia, ils te donnent un paquet de sachets de smecta. Et moi avant de monter sur scène, j'ai la méga diarrhée. Voilà je le dis en toute grâce. Je le dirai pas sur la scène de l'Olympia mais je vous le dis, je vais faire caca avant de monter sur scène. Sauf que là je serai dans les loges de l'Olympia. C'est-à-dire que les toilettes, elles auront été foulées par les fesses d'Edith Piaf, par les fesses des Beatles et de Patrice Sébastien. Tout le mois, je suis passée sur des émissions télé pour parler du spectacle, maquillage, tenue de styliste, et je suis passée chez Ruquier et mon voisin sur le plateau télé, c'était Garou. Garou, ni plus ni moins. À un moment, ils ont passé sous le vent. Et tu sais, quand j'étais petite, je lançais à ma sœur, je fais Céline, tu fais Garou. Et là, je pouvais vraiment le faire. Mieux, je fais Céline, tu es Garou. Celui qui n'a jamais été. Garou, il est trop beau, il a pas vieilli. Et Ruquier, il est vraiment bon animateur, il fait des liens entre ses invités. Et pour ceux qui ne savent pas, moi je suis super écolo, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube sur les petites constructions écologiques que j'ai faites. Et à un moment, il dit, tiens, Garou, vous avez fait une chanson sur l'écologie, je vais vous montrer une vidéo. Il passe une vidéo de moi, il dit, que pensez-vous des toilettes sèches de Swan? Et moi, je suis là, première fois que j'ai échangé avec Garou, c'était sur un plateau télé, et Laurent Ruquier lui montrait mes selles. Voilà, moi je me disais, reste mystérieux, Swan. T'es en train de lui taper dans l'œil, c'est sûr. Alors je joue à l'Olympia, j'étais ravie jusqu'à ce que Guillaume me dise, tu sais à qui appartient l'Olympia? Et j'ai dit, à l'Olympe. Et il m'a dit, à Bolloré. Alors, c'est moi la productrice de mon premier de ce spectacle, qui est mon premier spectacle. Alors je sais qu'on a du mal à m'imaginer producteur parce que je suis pas en train de fumer un cigare en tenant la tête d'un petit humoriste en disant suce-moi, rappelle mon papa. Mais je suis producteur et l'Olympia, c'est une location. Voilà, donc moi j'ai fait un chèque pour louer la salle et comme quand Guillaume m'a dit qu'il était propriétaire, j'ai compris ce que je venais de faire avec toutes mes économies. Mais Swan, que vas-tu faire avec tout cet argent que tu as gagné pendant tes tournées? Tu vas l'investir dans une association écolo? Non, tu vas peut-être t'impliquer dans des luttes sociales? Non, je vais te donner un... Quoi? Je vais le donner à un milliardaire, ok? Et le pire, c'est que les places que vous achetez, elles remboursent qu'une petite partie de ce que j'ai déjà donné à l'Olympia, ok? Il y a des gens, ils me disent, j'achèterai pas de place pour ton spectacle, je donnerai pas d'argent à Bolloré. C'est trop tard. J'ai tout donné l'argent à Bolloré, j'ai tout donné. Et les gens, ils continuent, je vais pas donner d'argent aux milliardaires, mais je suis pas un milliardaire. Je suis même pas millionnaire, je suis pas 100 000. Je suis centenaire à la limite. Mais... Alors je me suis dit, je vais changer de salle, je vais jouer au Folies Bergères, ça appartient à Lagardère. Au Casino de Paris, Lagardère. Au Zénith, ça appartient à De La Charrière. Vous avez vu, on dirait que tous les noms des connards, ils riment avec Hitler. C'est fou. J'ai dit, bon bah on annule. L'Olympia, ils ont dit, on garde l'argent. J'ai dit, on annule pas. On annule pas, on écrit mon nom en grand sur la devanture et en dessous on rajoute petite pute. Allez, SVP. Je respecte les travailleuses du sexe, hein. Oui, mais leur métier est noble. Mais moi, je suis pas DDS, je suis petite pute, voilà. Alors oui, 50% des revenus des contribuables partent en impôts contre 27% pour les milliardaires. Oui, la fortune des ultra-riches a doublé, triplé, quadruplé ces dernières années, notamment grâce aux aides de l'État aux entreprises qui ensuite choisissent d'augmenter les dividendes. Mais c'est aussi grâce aux féministes gauchos qui ont des poils sous les bras qui sont leurs petites putes. Alors, bref, il reste une centaine de places pour mes spectacles de mardi et mercredi et après cette chronique. Pas sûr qu'ils me laissent monter sur scène, donc n'hésitez pas à venir me voir jouer pour rembourser un peu mon emprunt que j'ai fait à Bolloré. Merci beaucoup. Swan Périssé. Swan, donc t'as pas dit les dates. Ce mardi,
Ça, c'est là, c'est maintenant. C'est mardi, mercredi. Mardi et mercredi 24 septembre, allez financer le fascisme. Non, je plaisante. Allez voir le spectacle de Swan. Non, mais on peut changer les choses de l'intérieur. Tu vas changer. Je sais. Allez, j'essaie de t'aider. C'est vrai. C'est super. Allez voir Swan. J'ai vu ton spectacle. En plus, il est exceptionnel. Si vous n'aimez pas, je vous rembourse. Déconne pas. Il est 20h08 sur Radio Nova. Il est quasi l'heure de conclure l'émission, mais on a encore quelques petites dernières questions à poser à notre invité Karine Jacquemart de Foodwatch. Allez, Pierre-Emmanuel, vas-y. Oui, Karine, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu dommage de venir parler des dangers d'une mauvaise alimentation un jour où Émeric n'est pas là? Je reviendrai. D'accord. Juliette. Karine, quelle est l'appli la plus importante dans ton smartphone? Est-ce que c'est Yuka ou est-ce que c'est le podomètre qui chante We Are the Champions de Queen quand t'as fait tes 10 000 pas? C'est Yuka parce qu'on n'a tellement pas accès à l'information qui nous aide, j'avoue. Karine, quel est le truc le moins Foodwatch compatible que t'as mangé cette semaine? Émeric. Confession. Des chips maïs, là, tu sais, les tacos, là. Voilà. Ok. Triangle? Non, bah c'est déjà. Elle donne pas la marque, elle donne pas la marque. Ah, de la marque? Non, je donne pas les marques. Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses que les producteurs de glyphosate mangent bio? Ça pourrait nous donner des indices sur peut-être ce qu'ils vendent. Ben, je pense qu'ils mangent pas leurs produits. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a des agriculteurs qui utilisent des pesticides et qui disent moi je mange pas ce que je produis. Et encore une fois, la plupart ils sont enfermés dans le système, mais non, ils mangent pas ça parce qu'ils savent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Karine Jacquemart, soutenue l'association Foodwatch. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Merci à toutes les équipes de Foodwatch. Je rappelle ton livre Les dangers de notre alimentation aux éditions Payot. Merci à ton invité Pauline Scherrer. Merci à Guédré, Mathilde Larère, Swan Périssé. Allez la voir à l'Olympia. Merci à toute l'équipe de l'Européen qui nous reçoit chaque semaine. Seb, Barnabé, Julia, Lindsay. Merci à toutes les équipes techniques de Radio Nova. Malo, notre réalisateur, accompagné de Lucie, Paul à la technique, à la prod, Mano, Loris, Ninon, Yona, Christian pour la programmation musicale, Colline, Élise, Bastien, Sébastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo de Goodway, Benjamin, Alban, Adrien, notre rédacteur en chef Ramzi Assadi. On embrasse Émeric Lompré qui revient la semaine prochaine. Merci à Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et merci à Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien. Bon appétit et vivement la dernière. Mais non. La dernière.